propose que nous commencions donc cette présentation. Donc, merci à tous de vous être connectés à ce premier webinaire organisé par CNRS Formation Entreprise, qui est l'organisme de formation continue du CNRS. Alors, rattaché à la direction des relations avec les entreprises, la mission de CNRS Formation Entreprise, c'est de transférer les savoirs et les savoir-faire des laboratoires par des actions de formation professionnelle qui sont à destination du monde socio-économique. Habituellement, les stages ont lieu dans les laboratoires, en présentiel, dans des petits groupes, avec souvent quand même une partie expérimentale qui utilise des matériels, de la recherche, et qui permet donc de se former sur des techniques très pointues, issues directement des travaux de recherche, formations qui sont dispensées par les personnels des laboratoires, chercheurs, enseignants-chercheurs et également ingénieurs de recherche. Pour continuer à assurer notre mission en ces temps de confinement, nous avons opté pour un nouveau format, ce format webinaire, et qui nous permet de prendre plus de temps, peut-être pour se pencher sur la crise actuelle, en revenant sur les fondamentaux de la virologie, de l'épidémiologie, en accueillant donc Yves Gaudin, qui est directeur de recherche au CNRS. Comment cela va se passer ? Il va y avoir une présentation d'environ 45 minutes, et une séance de questions-réponses sous forme de chat et de réponses orales par l'orateur qui va durer à peu près une demi-heure. Une première partie, Yves Gaudin va présenter quand même des bases de la virologie. Alors, il y aura des concepts de biologie moléculaire qui seront peut-être un petit peu durs pour certains, mais qui vont peut-être permettre de bien comprendre la suite, qui sera plus accessible en des termes d'épidémiologie, un éclairage sur la crise, les différents types de virus, de modes de contamination, etc. Vous avez la possibilité de poser des questions par le chat. Nous ne pourrons pas répondre malheureusement à toutes les questions. Nous les afficherons au fur et à mesure, mais nous les poserons à Yves Gaudin en fin de présentation, oralement, de façon à ce qu'il puisse les poser. Si vous avez des questions techniques, nous pourrons également vous y répondre, soit collectivement, soit individuellement. Et vous avez aussi la possibilité d'accrocher la fenêtre sur laquelle vous avez la vidéo en petit onglet qui est en bas à droite de cette fenêtre et qui permet de l'accrocher, de ne pas être gêné pour la lecture du diaporama. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction technique. Donc Yves Gaudin a une formation d'ingénieur à Polytechnique, il est docteur en virologie, il est actuellement directeur de recherche au CNRS et responsable de l'équipe de virologie à l'I2BC, l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gif-sur-Yvette, qui est une unité mixte de recherche CNRS, CEA et Université Paris-Saclay. Il est donc responsable d'une équipe qui travaille sur les rhabdovirus, comme par exemple le virus de la rage. C'est une équipe qui étudie les mécanismes d'entrée du virus dans la cellule, l'installation de l'usine virale et de la façon dont l'immunité innée combat l'infection. Je lui laisse à présent la parole. Merci. Bonjour. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de donner les bases qui permettent de comprendre les virus et par conséquent de comprendre aussi un peu mieux la crise actuelle du Covid-19. Donc le plan de l'exposé, il va être assez facile. Je veux dire, on va d'abord discuter des virus et des maladies virales. Ensuite, on parlera des mécanismes naturels de défense de notre organisme. Ensuite, on parlera des stratégies antivirales, c'est-à-dire des moyens de lutte que nous mettons au point pour lutter contre ces virus. On abordera un petit peu l'épidémiologie, des éléments de base qui comprendront de mieux comprendre la crise actuelle du Covid-19. Et enfin, on regardera un petit peu quels sont les scénarios possibles de sortie de crise. Alors, comme l'a dit Raphaël, je vais faire juste un rappel le plus court possible et le plus simplifié possible. Je m'excuse auprès des biologistes dans la salle, parce qu'eux, ils vont dire que c'est vraiment très simple. Mais l'idée, c'est de comprendre quelques bases élémentaires qui vous permettront de voir mieux ce qu'est un virus. Alors, on va revenir sur le dogme de la biologie, qui permet de passer de nos gènes à une protéine. Alors, vous savez que l'information génétique, en particulier dans le noyau de nos cellules, des cellules de mammifères, donc des cellules humaines, c'est de l'ADN double brin. C'est ça qui porte toute l'information nécessaire à ce que la cellule développe son programme. À partir de cet ADN, il y a une première étape qu'on appelle la transcription. À partir de l'ADN qui était double brin, on va former un ARN messager qui est simple brin.
Et les briques, en fait, qui constituent l'ADN et les briques qui constituent l'ARN se ressemblent énormément. On reste dans le monde des acides nucléiques. Et vous voyez cet ARN messager, en fait, qui a été synthétisé à partir de l'ADN. Il y a une enzyme qui permet de le synthétiser. C'est une ARN polymérase parce qu'elle va synthétiser de l'ARN, ADN dépendante parce qu'elle le synthétise à partir de l'ADN. Et puis ces ARN messagers, et là on va changer de monde, on va passer du monde des acides nucléiques à celui des protéines. Et il y a dans la cellule ce qu'on appelle une machinerie de traduction, hein, ce sont ce qu'on appelle parfois les ribosomes, et ces ribosomes vont pouvoir transformer ces ARN, à partir de lire ces ARN en fait, et les traduire en protéines. Voilà. Donc ça, c'est le chemin qui permet de passer des gènes jusqu'aux protéines, protéines qui sont les acteurs principaux du fonctionnement de la cellule. Et puis, comme vous le savez, la cellule se réplique, et à partir de l'ADN d'une cellule, on va fabriquer de nouveau de l'ADN lors de la duplication, lors de la réplication de la cellule. Et dans ces cas-là, ce que vous voyez, c'est que vous avez besoin d'une enzyme qui va fabriquer de l'ADN. Donc, c'est une ADN polymérase qui va dépendre de l'ADN. C'est une ADN polymérase ADN dépendante. Donc, grossièrement, ce qu'il faut retenir pour comprendre à peu près cet exposé, c'est que dans nos cellules, l'information génétique est portée par l'ADN double brin, qu'il y a un ARN messager qui est obtenu lors de la transcription et qui peut être traduit en protéines. Voilà. Et donc, il y a des machineries spécifiques dans la cellule qui permettent de faire toutes ces étapes. Alors maintenant, on va aborder donc les virus et les maladies virales. Et la première chose qu'on va voir, c'est la définition d'un virus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les virus sont des parasites absolus qui sont incapables de croître et de se diffuser. À la différence des bactéries, vous voyez, si vous donnez un milieu nutritif minimal à la plupart des bactéries, elles vont se diviser et envahir ce milieu. Les virus, il faut, pour qu'ils se répliquent, qu'ils rentrent absolument dans une cellule hôte. Ils doivent rentrer dans cette cellule parce qu'ils sont incapables de croître et de se diviser. Mais une fois dans cette cellule, ils vont détourner à leur profit le métabolisme cellulaire et utiliser en particulier la machinerie de traduction de l'hôte. Les virus sont absolument incapables de synthétiser leurs propres protéines à partir des gènes qui sont codés dans leur génome. Par ailleurs, et c'est la différence avec les organismes vivants, ils ne possèdent qu'un type d'acide nucléique. De façon très générale, vous verrez qu'on aura des virus dits à ADN ou à AN, et donc on n'a pas à l'intérieur, sauf exception, et on ne discutera pas des exceptions aujourd'hui, on n'a pas à l'intérieur de la particule les deux types d'acide nucléique. Alors, quand on regarde un petit peu le monde du vivant, en fait, on s'aperçoit que toutes les espèces vivantes sont infectées par des virus. Ça va des bactéries jusqu'aux organismes les plus complexes, mais quand on regarde un petit peu tout organisme vivant, on constate qu'il est infecté par des virus. Donc, il y a une cohabitation entre les êtres vivants et leurs virus. Et évidemment, comme on ne connaît pas toutes les espèces vivantes, on ne connaît pas toutes les espèces virales sur la planète, et le nombre de virus estimés sur cette planète est de l'ordre de 10 puissance 35, donc un nombre absolument colossal. Donc, un très grand nombre de virus sur la planète. Alors maintenant, essayons de voir au niveau de l'homme quelles sont les grandes maladies humaines et essayons de distinguer celles qui sont virales de celles qui sont bactériennes ou parasitaires. Alors, parmi les maladies virales, on va rencontrer la grippe, la rougeole, les oreillons, la varicelle, la rubéole, toutes les hépatites A, B, C, D et E, le sida, qui vous savez est causé par le virus de l'immunodéficience humaine, le virus de la dengue qui donne la maladie du même nom. Alors l'herpès, en fait, il y a plusieurs types d'herpès, mais l'herpès auquel on songe, c'est, vous savez, ce petit bouton de fièvre, lui aussi est causé par un virus. Et puis vous avez aussi d'autres virus qui sont apparus ou qui sont réapparus plus récemment dans les populations humaines, le chikungunya, le virus de Zika, etc. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des maladies virales. Et puis vous avez les maladies bactériennes. Alors vous savez que contre les bactéries, on peut utiliser justement les antibiotiques, ce qu'on ne peut pas faire sur les virus. Et là, ce qu'on voit, dans ces maladies bactériennes, les plus connues, vous avez la peste, le choléra, l'anthrax, la coqueluche, la syphilis, la tuberculose et toute une série encore de maladies
plus ou moins oubliées d'ailleurs parfois. Et puis, les maladies parasitaires. Alors, les maladies bactériennes, en fait, sont causées par des organismes vivants qui ne possèdent pas de noyau. Les maladies parasitaires, elles, sont causées par des organismes vivants qui sont dits eucaryotes, parce qu'ils possèdent un noyau. Et en fait, vous avez évidemment le paludisme, la toxoplasmose, par exemple, qui sont des maladies parasitaires. Attention, hein, j'ai dit que les virus étaient des parasites absolus. Hein, ces maladies parasitaires sont causées par des parasites qui n'ont pas les caractéristiques des virus. Alors, quelle est l'organisation des virus? Alors, on a deux types de virus, les virus non enveloppés, hein, et les virus enveloppés, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, en fait, le virus, c'est un petit bout d'information génétique, qu'on appelle le génome, hein, qui est contenu dans une coque de protéines qui le protège. Ça, c'est le cas des virus non enveloppés. Pour les virus enveloppés, en plus de la coque de protéines, il y a autour de la particule virale une membrane qui enveloppe le virus, hein, membrane qui est dérivée de la cellule qui a été précédemment infectée. Et puis, dans cette membrane, on trouve aussi des protéines. Ce sont les fameuses spicules que vous voyez à la surface du coronavirus et qui vont être impliquées dans l'entrée des virus enveloppés dans la cellule cible. Alors, tout ça, donc c'est en gros, c'est un véhicule, hein, le virus, et à l'intérieur du véhicule, vous avez un génome, et tout l'objectif du virus, c'est de libérer le génome dans la cellule pour que celle-ci prenne en charge ce génome pour fabriquer de nouvelles particules virales. Alors, au niveau des génomes, je vous ai dit, les virus n'avaient en général qu'un seul type d'acide nucléique, hein, et en fait, on constate qu'ils exploitent toutes les possibilités de codage offertes par les acides nucléiques. Leur génome peut être constitué d'ADN double brin, ça c'est ce qu'on a à l'intérieur de nos cellules, mais on va rencontrer aussi des génomes d'ADN simple brin, hein, au lieu d'avoir les deux brins qui constituent la molécule d'ADN, il y en a un seul. On a aussi de l'ARN simple brin, donc on va trouver qu'il peut avoir directement la polarité des ARN messagers, c'est-à-dire que ce génome viral peut être directement traduit en protéines par la cellule, ou bien de façon plus complexe, il peut avoir la polarité opposée, hein, c'est ce qu'on appelle les virus de polarité négative, et puis vous avez les ARN, les virus sont aussi capables d'avoir des génomes qui sont constitués d'ARN double brin. Et globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, c'est la nature de son génome qui va imposer au virus sa stratégie de réplication et d'interaction avec les machineries cellulaires. Alors, ça, c'est le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, le fonctionnement de la cellule. Eh bien, pour fonctionner correctement, les virus ont inventé des enzymes nouvelles. En particulier, les virus à ARN vont être capables de synthétiser leur génome à partir de l'ARN. Eh bien, donc, pour cela, ils vont avoir une ARN polymérase, c'est-à-dire qu'ils synthétisent de l'ARN, mais à partir d'une matrice d'ARN. Donc, c'est une ARN polymérase, ARN dépendante, et cette enzyme n'existe pas dans les cellules vivantes. Hein. C'est une enzyme qui est vraiment typiquement une enzyme virale. De la même façon, vous avez peut-être entendu parler des rétrovirus. Leur génome est aussi constitué d'ARN, mais la première étape que va faire ce virus lorsqu'il va rentrer dans la cellule, il a une enzyme qu'il apporte avec lui qui s'appelle la transcriptase inverse, qui va être capable de transformer cet ARN en ADN, et puis une autre enzyme qu'on appelle l'intégrase va intégrer cet ADN dans le génome de la cellule, qui est donc là parasité par le génome cellulaire et donc parasité par le génome viral, et donc le génome viral va profiter de toutes les machineries cellulaires pour permettre la réplication, encore une fois, de nouvelles particules virales. Donc vous voyez, dans le monde viral, il y a des enzymes, transcriptase inverse, ARN polymérase, ARN dépendante, qui n'existent pas dans le monde des cellules vivantes. Alors, quelques virus, hein. Alors on devrait dire plutôt quelques particules virales ou quelques virions, parce que le virus, ça fait référence à la fois à la particule virale à l'extérieur de la cellule et aussi à tout ce qui se passe lorsque le virus est entré dans la cellule, et dans ces cas-là, évidemment, il n'est plus sous forme de particules virales. Mais là, ce que vous voyez finalement, c'est le véhicule du génome, ce sont les particules virales à l'extérieur de la cellule. Alors vous voyez qu'il y a de très jolies formes géométriques, hein.
Ce sont des objets de petite taille. La barre en noir partout indique 100 nanomètres. 100 nanomètres, ça veut dire qu'il faut mettre 10 millions de fois 10 millions de barres côte à côte pour avoir la taille d'un mètre. Donc vous voyez que les particules virales ont une taille de l'ordre de la centaine de nanomètres pour les virions que je présente ici, et donc ils sont vraiment tout petits. Il va falloir en mettre 10 millions bout à bout pour obtenir une taille d'un mètre. Alors qu'est-ce qu'on voit parmi ces virus? On voit des virus qui ont des formes allongées aussi, là ce sont des virus qui infectent des bactéries, et puis le très joli structure symétrique, hein. Vous voyez ici, ce sont des icosaèdres, enfin ils ont la structure symétrique de l'icosaèdre. L'icosaèdre, c'est constitué de 20 triangles équilatéraux, et en fait, pour ceux qui ont joué à des jeux de rôle dans le temps, c'est ce qu'on appelait le dé à 20 faces, vous voyez. Donc voilà, donc ce sont des objets là qui sont extrêmement esthétiques, mais là, ce sont des virus qui n'ont pas de membrane. Ce sont donc des virus non enveloppés. Ici, vous avez le virus de l'herpès, qui est un virus assez gros, virus à ADN double brin. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, on voit ici ce qu'on appelle sa capside, hein, qui va protéger le génome qui est à l'intérieur. Et cette capside est entourée d'une membrane, hein, que vous voyez tout autour. Et dans la membrane, vous voyez des spicules, hein, des protéines, qui vont permettre au virus d'interagir avec la cellule hôte et de rentrer dedans. Vous avez ici le virus de la grippe, hein. Là aussi c'est un virus enveloppé, et on voit toutes les spicules tout autour de la particule virale. Vous avez ici les filovirus. Alors, ce sont des virus très longs, hein. Ce sont des virus enveloppés qui ont des formes de fils comme ça. Et en fait, le virus le plus connu dans cette famille, c'est le virus Ebola. Et enfin, vous avez ici les fameux coronavirus. Hein, là, c'est pas le coronavirus qui nous intéresse, mais en microscopie électronique, ils apparaissent tous de la même façon. Et on les appelle les coronavirus parce que en microscopie électronique, ils ont une structure un petit peu en couronne, et vous voyez toutes les spicules autour qui donnent cet aspect en couronne, et c'est ça donc qui a donné le nom à la famille virale. Alors maintenant, on a décrit le virion ou la particule virale à l'extérieur de la cellule. On va maintenant s'intéresser au cycle infectieux. Qu'est-ce qui se passe quand un virus entre dans une cellule? La première chose, il doit libérer à l'intérieur de la cellule son génome, et c'est ce qu'on appelle l'étape de pénétration. Alors, le virus va s'accrocher à la cellule parce que les protéines qui sont à sa surface, soit dans sa membrane lorsque c'est un virus enveloppé, soit dans sa coque lorsque c'est un virus non enveloppé, vont lui permettre de reconnaître des récepteurs à la surface de la cellule, et ça va déclencher l'entrée du virus. Il y a toute une série d'étapes un peu complexes qu'on va pas détailler ici, mais on libère le génome à l'intérieur de la cellule ici eucaryote, puisqu'elle possède un noyau, donc typiquement une cellule de mammifère. Et puis, à partir de ce génome, ici j'ai postulé que c'était un génome à ARN, hein, et ARN positif, ça veut dire que ça peut être directement reconnu par la cellule comme un ARN messager, pour ce virus précisément, et donc on va pouvoir synthétiser des protéines virales. C'est ce que va faire la machinerie cellulaire de traduction. Et puis, lorsqu'il y a suffisamment de protéines, eh bien, on va pouvoir basculer vers la réplication du génome. Donc, le génome va être copié à l'identique par une polymérase virale, hein, qui est associée, qui est codée en général par le génome viral. Et puis, ensuite, on va encapsider ces génomes par des protéines virales. Donc, vous voyez, on fait de nouvelles particules virales, et ces nouvelles particules virales sont libérées à l'extérieur. Ça, c'est un schéma très général, hein. Et à partir d'une particule virale, eh bien, vous voyez que vous pouvez produire un très grand nombre de nouveaux virions, parfois plusieurs milliers pour certains virus, ce qui vous donne une idée de l'efficacité de l'infection d'une cellule. Alors, j'ai mentionné que le virus rentrait dans la cellule en reconnaissant des récepteurs, hein. Eh bien, ça va être la première étape de ce qu'on appelle la spécificité d'hôte. Le spectre d'hôte d'un virus, il est défini par les tissus cellulaires, les cellules, voire les espèces animales que va pouvoir infecter ce virus, d'accord? Et en fait, d'un virus à l'autre, eh ben, ce spectre peut énormément varier, hein, cette spécificité d'hôte peut varier. Elle peut être extrêmement large quand un virus infecte plusieurs types cellulaires au sein d'un organisme, voire plusieurs espèces animales, mais ça peut être aussi extrêmement réduit. Certains virus n'infectent qu'un seul type cellulaire au sein de l'organisme. Et évidemment,
cette spécificité d'hôte, encore une fois, elle est dictée par l'interaction entre le virus et la cellule. Est-ce que le virus va être capable de trouver dans la cellule la bonne machinerie bien adaptée, hein, pour qu'il puisse se répliquer, hein. Ça va être l'interaction avec les récepteurs à l'entrée. Il faut qu'il ait la bonne clé pour rentrer. Et il faut que la cellule donc ait la bonne serrure, hein. Il va y avoir aussi toute l'interaction avec la machinerie de traduction, avec les machineries de transport au sein de la cellule. Et tout ça, évidemment, ça détermine la spécificité d'hôte, puisque ces machineries sont cellulaires et qu'évidemment, dans des cellules différentes, on ne trouve pas forcément les mêmes machineries, ou bien dans des espèces différentes, on trouve les mêmes machineries, mais elles sont pas exactement les mêmes à cause de l'évolution. Et donc, si on s'intéresse maintenant à quelques virus, eh bien, par exemple, si vous prenez le virus de l'hépatite B est un virus exclusivement humain qui infecte uniquement les hépatocytes et quelques cellules sanguines. Donc, lui, il a un spectre d'hôte, une spécificité d'hôte extrêmement réduite. Le virus de la rage, lui, par contre, il va pouvoir infecter tous les mammifères, mais il va infecter uniquement, hein, les neurones dans ces mammifères. Par ailleurs, le virus de la grippe, hein, lui, vous savez qu'il est capable d'infecter beaucoup de types d'animaux, hein, des mammifères, des oiseaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les souches qui infectent les oiseaux infectent peu efficacement l'homme et certaines souches de mammifères ne peuvent pas infecter les oiseaux, hein. Donc, vous voyez, il y a des barrières d'espèces, on va y revenir, hein, qui font que le virus est spécifique d'une espèce. Le virus de la dengue, c'est une particularité, puisque vous savez qu'il est transmis par les moustiques, donc il fait à la fois un cycle infectieux chez les moustiques, et puis après, il va aller infecter les cellules, les kératinocytes de mammifères, c'est-à-dire toutes ces cellules qui vont constituer l'épiderme, hein, c'est-à-dire que quand le moustique vous pique, il libère le virus dans votre épiderme, et c'est au niveau de cet épiderme que le virus va commencer à se répliquer. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un arbovirus, parce qu'il a un cycle chez les insectes, et aussi un cycle chez les mammifères. Donc j'ai déjà mentionné pour la grippe la barrière d'espèces. La barrière d'espèces, ça va limiter la possibilité d'une transmission de la maladie d'une espèce à l'autre. Parce que le virus n'est pas est adapté à une espèce et il n'est pas adapté à une autre. Alors là, ce qu'on a vu avec l'épisode du Covid-19, c'est un franchissement de barrière d'espèces. Un virus qui était présent chez d'autres mammifères a franchi la barrière d'espèces et a été capable d'aller infecter l'homme. Et ça s'accompagne évidemment d'une évolution du virus, hein. Ça s'accompagne d'une série de mutations dans son génome. Alors maintenant, passons au mode de contamination. La contamination qu'on connaît à l'heure actuelle avec le Covid-19, c'est la contamination par la voie aérienne. Le virus est présent dans ces fameuses gouttelettes de Flügge. Flügge, c'était un médecin allemand du 19e siècle qui a étudié ces gouttelettes. Ces gouttelettes sont celles qui sont produites lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse ou lorsqu'on parle. C'est ce qu'on appelle parfois tout simplement le postillon, hein. Ces gouttelettes sont assez grosses et en fait, ces grosses gouttelettes, vous voyez, elles ont une transmission, je dirais, directionnelle, hein. Quand elles ont une taille en général de supérieure à quelques centaines de micromètres, hein, elles peuvent aller jusqu'au millimètre de diamètre. Et là, comme elles sont grosses, elles sont propulsées et elles sont directionnelles. C'est-à-dire que là, vous allez atteindre votre interlocuteur s'il est à moins de 2 mètres de vous à peu près. Donc c'est pour ça, ces gestes barrières, cette distance à respecter de l'ordre de 2 mètres pour ces gouttelettes. Et puis ces gouttelettes, ce sont aussi celles qui vont tomber sur les surfaces et les contaminer, hein. À l'inverse, vous avez des gouttelettes beaucoup plus petites dans lesquelles le virus est présent et ces gouttelettes sont tellement petites qu'elles mettent beaucoup de temps à sédimenter et donc elles forment des aérosols qui vont flotter, hein, à l'intérieur des pièces en particulier dans lesquelles les gens vivent ou dans les bureaux. Et ces aérosols sont assez dispersés et peuvent rester plusieurs heures dans l'air comme ça, en suspension. Et donc en plus, ces aérosols vont être brassés si vous avez par exemple la clim qui fait circuler l'air. Et ça, c'est un deuxième mode de contamination. Et là, c'est pas du tout directionnel. Et c'est pour ça que en cette saison, la forte recommandation, c'est de bien aérer tous les lieux clos, bureaux, et puis aussi chambres, intérieurs d'appartements, etc. Parce que dans ces cas-là, vous dispersez ces aérosols à l'extérieur de la maison et donc vous les éliminez, hein. Donc voilà, donc 2 modes de contamination par voie aérienne, par gouttelette et par aérosol, et ça c'est lié à la taille des gouttelettes. Ensuite, vous avez pour les autres virus, vous avez la contamination par voie orofécale, hein. Le virus est présent dans les selles
et je vous laisse imaginer le reste. Vous avez aussi une contamination par voie sanguine, ça c'est le cas de pas mal de virus comme l'hépatite B, l'hépatite C, le virus du sida, donc ça peut être lors de transfusion, enfin ça pouvait être dans le temps lors de transfusion. Maintenant, le risque par transfusion est quasi nul, hein, je veux dire. Et puis, vous avez la contamination lors de rapports sexuels. Ça, vous avez évidemment le virus du sida, mais vous avez aussi les papillomavirus humains qui sont responsables de certains cancers internes. Et la plupart des virus, d'ailleurs, qui sont transmissibles par voie sanguine, peuvent être aussi contaminants par voie sexuelle, avec l'exception notable du virus de l'hépatite C, qui est très peu contagieux lors de rapports sexuels. Alors maintenant, on a vu ce que sont les virus. On va passer aux mécanismes de défense de notre organisme. Ils sont de 3 types. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Hein. En fait, chaque cellule, elle va avoir la capacité de percevoir qu'elle est infectée. Chaque cellule de votre organisme, et elle va être en mesure de mettre en place une série de défenses contre l'infection. Alors ici, nous avons donc 2 cellules, hein, 2 cellules de mammifères, par exemple, avec leur noyau. Hein. Et puis, la première cellule va être infectée par un virus. Alors, elle va libérer son génome à l'intérieur de la cellule, et il y a des molécules qui sont présentes, des protéines en fait, qui sont présentes au sein de cette cellule infectée, qui vont être capables de détecter l'infection. Puis, une fois qu'elles ont détecté l'infection, elles vont envoyer un signal au noyau de la cellule, où est le génome. Le génome va du coup être amené à transcrire un certain nombre de molécules qui vont signaler l'infection. Une des premières molécules les plus connues, c'est l'interféron. Et cet interféron va donc être libéré à l'extérieur des cellules et il va aller signaler l'infection à la cellule qui était déjà infectée ou à des cellules qui n'étaient pas encore infectées. Hein. Donc, parce qu'il y a à la surface des cellules ce qu'on appelle des récepteurs de l'interféron. Donc voilà, donc l'interféron va se poser sur ces récepteurs. De nouveau, on va avoir un autre signal vers le noyau de la cellule. Hein. Et puis, la conséquence de ce signal, c'est que la cellule va se mettre à produire des molécules qui ont une action antivirale. J'ai fait des ciseaux, par exemple, qui vont être capables d'aller, par exemple, s'attaquer au génome viral, mais à plein d'autres aussi protéines qui sont produites par les virus, les bloquer, etc. Donc, vous voyez, donc cette cellule va commencer à se défendre contre l'infection, et la cellule voisine, qui n'était pas infectée, elle aussi produit les ciseaux, produit les molécules qui vont être capables de la défendre contre l'infection virale par la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. On n'a pas besoin d'avoir été une première fois exposé à la maladie pour se défendre. La deuxième chose, c'est l'immunité adaptative. Et donc, la première réponse, il y a 2 réponses. Et la première réponse dont je vais vous parler, c'est la réponse B. Ce sont les anticorps qui sont produits donc par les lymphocytes B qui vont être capables d'aller directement neutraliser le virus. Vous avez ici un lymphocyte B qui produit des anticorps et ces anticorps vont se coller à la surface du virus et en particulier, ils vont aller interagir par exemple avec les spicules des virus enveloppés et donc empêcher ensuite leur entrée dans la cellule parce qu'ils vont bloquer les clés que constituent les spicules. Donc ça, c'est typique des anticorps neutralisants pour le virus de la grippe, de la rage et aussi pour les coronavirus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'infection, les lymphocytes B deviennent, pour certains d'entre eux, des lymphocytes mémoire. Ils vont avoir une durée de vie longue et ils seront réactivés lors d'une infection par le même agent pathogène. Donc, vous avez monté une réponse contre l'agent infectieux et cet agent infectieux passe cette réponse passe par la production d'anticorps qui, attention, sont spécifiques d'un seul antigène. Si vous avez été vacciné contre la grippe, vous avez des anticorps contre une protéine qui s'appelle l'hémagglutinine du virus de la grippe. Ces anticorps ne vont pas aller neutraliser le coronavirus et respectivement, les gens qui ont eu le coronavirus cette année, ils ont des anticorps spécifiques de ce coronavirus et qui ne vont pas les protéger contre la grippe par la suite. À côté de cette réponse B, nous avons aussi dans l'immunité adaptative une réponse T, et ce sont les lymphocytes T qui vont être, eux, capables de reconnaître et de détruire les cellules infectées. Alors, comment que ça se passe? Vous avez ici une cellule infectée. Comme elle est infectée par le virus, elle produit
un certain nombre, elle produit un certain nombre de protéines virales, hein, parce que le virus a détourné à son profit la machinerie cellulaire. Donc ça, ce sont des protéines virales. Et ces protéines virales vont être un petit peu coupées, modifiées, pour être présentées par ce qu'on appelle le complexe CMH, hein, le complexe majeur d'histocompatibilité, ou bien encore appelé parfois le système HLA, hein, et donc vous voyez, ils sont présentés par un récepteur en noir qui est un récepteur, je dirais, cellulaire, et puis vous avez un petit morceau du virus qui est présenté par ce récepteur, et cette présentation est reconnue par des lymphocytes T dits CD8 spécifiques qui vont reconnaître ça, donc s'accrocher comme ça à la cellule infectée et envoyer un signal qui va tuer la cellule infectée. Donc c'est un peu la stratégie de la terre brûlée, hein, on va détruire les cellules qui sont infectées avant qu'elles ne produisent suffisamment de particules virales pour que l'infection se propage. Et là aussi, on a des lymphocytes T qui, à la fin de l'infection, vont devenir des lymphocytes T mémoire. Eux aussi auront une durée de vie plus longue et ils pourront être réactivés lors d'une infection par le même agent pathogène. Et là aussi, les lymphocytes T sont très spécifiques d'une infection donnée. Alors maintenant qu'on a parlé de nos défenses naturelles, qu'est-ce qu'on peut développer comme stratégie antivirale pour lutter contre une infection quand nos défenses naturelles, ce qui est le cas à l'heure actuelle, sont insuffisantes? Bien, la première chose, et ça c'est ce qui a été pratiqué depuis très longtemps pour toutes les maladies, ce sont les mesures de distanciation physique ou sociale. Hein. Et la première chose, c'est l'isolement des malades. Hein. Les malades, on les isole, on les maintenait à l'époque dans leur chambre, on a des pratiques de quarantaine à l'heure actuelle. Ça, c'est l'isolement des malades. Hein. Mais quand la maladie, comme ce qui s'est passé ici, s'étend très vite, on peut être amené à fermer évidemment tous les lieux où il y a du monde, crèche, école, université, mais tous les lieux publics, éventuellement les transports dans certains cas, évidemment les salles de concert, les bars, les restaurants. Et ça, on peut aller évidemment, j'ai déjà parlé de transport, donc on va aller évidemment vers une réduction des mouvements de population, hein, pour que les gens ne propagent pas l'épidémie. Et puis, on peut aller jusqu'à ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est-à-dire le confinement généralisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique, qui a été pratiqué, mais jamais à l'échelle qu'on la pratique en ce moment avec la crise du Covid-19, où je vous rappelle, plus de la moitié de la planète est actuellement confinée. Deuxième chose, et ça c'est ce qui a été mis au point relativement tôt, hein, c'est la vaccination. Ça, la vaccination, c'est à la fin du XVIIIe siècle que c'est mis au point avec le virus de la variole, dont on constate que les paysans qui avaient eu la vaccine, hein, c'est-à-dire la variole de la vache, étaient protégés contre une nouvelle infection par la variole. Donc ça, c'est à la fin du XVIIIe siècle, et c'est le début de la vaccination. Hein, c'est l'origine du mot, c'est cette vaccine, maladie disons, ou variole de la vache, hein, qui a donné le nom à ce nom. Alors, qu'est-ce que c'est la vaccination? Tout simplement, avant une épidémie, on apprend à l'organisme à reconnaître l'agresseur. Il y a plusieurs stratégies. Vous avez peut-être entendu parler de vaccins atténués. Ce sont des virus qui sont très proches du virus qui cause la maladie, mais qui, eux, ne causent quasiment pas de symptômes. Ils sont tout à fait, c'est bien pour ça qu'ils sont atténués. Vous avez des vaccins inactivés, c'est-à-dire que là, c'est bien le virus de la maladie, mais on l'a inactivé. Et puis, vous avez des vaccins de type sous-unitaire. On va donner exclusivement aux gens, par exemple, les protéines de spicule, hein, sous une forme qui va déclencher une réponse anticorps contre ces protéines de spicule. Et puis, vous avez aussi des vaccins recombinants. Vous faites fabriquer la protéine d'intérêt, par exemple, par un autre virus dont vous savez qu'il est inoffensif pour l'homme. Donc voilà. Donc ça, ce sont des stratégies qui sont assez variées, hein, et qui ont fait leur preuve par le passé pour un grand nombre de maladies virales en particulier. Donc on dispose donc de vaccins efficaces contre la variole, et je vous rappelle que c'est le vaccin contre la variole qui a permis d'éradiquer définitivement la maladie dans la population humaine, contre la poliomyélite, le virus de la rage, le virus de la grippe, celui de la rougeole, des oreillons, de la rubéole. Et depuis peu, nous avons des vaccins efficaces contre la varicelle, l'hépatite B, mais aussi certains papillomavirus humains. Et puis, on n'arrive pas à vacciner contre tous les virus. Et il y a un certain nombre d'échecs contre le virus du sida, contre le virus de l'hépatite C et contre le virus de la dengue.
mais il y a d'autres virus qu'on pourrait ajouter à cette liste. Alors, quand on n'a pas de vaccination, eh bien, on a les antiviraux. Alors, les antiviraux sont de deux types. On va avoir des antiviraux qui vont cibler directement les protéines virales. Parce que les enzymes qui sont impliquées dans la réplication virale, par exemple, eh bien, elles sont spécifiques du virus. On n'a pas d'équivalent dans la cellule. Donc, si on a une drogue qui cible suffisamment spécifiquement ces enzymes, eh ben, on peut espérer bloquer le virus sans avoir trop de toxicité dans l'organisme. Alors, à l'heure actuelle, ce type d'antiviraux, c'est la grande majorité des antiviraux qui sont utilisés contre le VIH, qui vont cibler la transcriptase inverse dont on a parlé, l'intégrase qui permet l'intégration du génome, ou aussi la protéase du virus qui est capable de cliver certaines protéines virales de façon très spécifique lors de l'assemblage du virus. Alors, ça, c'est donc ce qu'on a pour le VIH. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a dans cette catégorie d'antiviral pour lutter contre le virus? C'est le remdesivir, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un médicament qui a un petit effet sur l'infection virale. Et on a à l'heure actuelle très très peu de médicaments efficaces, donc on est quand même content d'avoir cette molécule. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a un deuxième type qu'on appelle un peu à tort les antiviraux. En fait, ce sont des drogues qui peuvent être utilisées d'ailleurs souvent dans d'autres maladies, qui vont cibler des machines cellulaires qui sont utilisées par le virus. Je vous ai dit, le virus, c'est un parasite absolu. Il a besoin des machineries cellulaires. Donc, on va bloquer les machineries cellulaires pour empêcher le virus de se répliquer. L'intérêt, c'est que souvent, plusieurs virus utilisent les mêmes machineries cellulaires. Donc, si on avait un antiviral, une drogue qui bloquait une machinerie cellulaire, eh ben, on aurait peut-être, je dirais, quelque chose qui agirait contre les virus de façon très générale. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, quand vous ciblez des machineries cellulaires, eh bien, vous avez toujours des effets secondaires et vous avez une toxicité sur le moyen long terme. Notez que cette stratégie, c'est assez proche de celle qui est utilisée pour lutter contre les cancers. On va cibler des machineries cellulaires qui sont plus utilisées dans les machineries cancéreuses. Et alors, dans cette catégorie-là, vous avez l'hydroxychloroquine, dont on sait depuis des années, c'est pas nouveau, contrairement à ce qui a pu être dit, qu'elle bloque la réplication des virus, mais seulement en culture de cellules. Elle a été utilisée plusieurs fois dans beaucoup de maladies virales, et ça a été toujours un échec. Et on doit admettre que c'est malheureusement, parce qu'on aurait souhaité avoir un médicament, c'est encore le cas, l'hydroxychloroquine n'a au mieux qu'un effet très marginal chez certains patients, et elle aggrave le cas de beaucoup d'autres, parce qu'en fait, même si elle est sans effet chez des gens qui sont, je dirais, en bonne santé, chez des gens qui sont affaiblis, parce que l'hydroxychloroquine cible aussi un peu le système immunitaire, eh bien, elle peut avoir des effets extrêmement délétères. Donc, en fait, malheureusement, l'hydroxychloroquine n'a pas marché contre le coronavirus. Alors maintenant, force est de constater que notre arsenal antiviral est très faible. En fait, on dispose de très peu d'antiviraux, et essentiellement, ils vont cibler le VIH. On a environ 40 antiviraux contre le VIH, et l'hépatite C, contre lequel on a une vingtaine d'antiviraux. Et puis, en gros, il va rester entre 15 et 20 antiviraux assez peu efficaces qu'on utilise contre les autres virus. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça? Eh bien, parce que on a eu beaucoup d'antiviraux, comme je le disais, qui marchent in vitro, mais c'est-à-dire dans des cultures cellulaires, hors de l'organisme, mais lorsqu'on les transpose quand on essaye de les utiliser chez le malade, eh bien, ils ne marchent pas. Ça, c'est un grand classique, malheureusement. Comme je vous l'ai dit assez souvent en plus, certains antiviraux qui sont efficaces en culture cellulaire, parce qu'ils bloquent soit le virus, soit des fonctions cellulaires, se retrouvent à donner des effets secondaires et avoir une toxicité non négligeable chez les malades. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que il y a un coût extrêmement élevé lors de la mise sur le marché d'un antiviral, donc il y a un gros investissement, et malheureusement, assez souvent, le virus va très vite contourner cet antiviral parce qu'on va avoir apparition de résistants qui sont dus à des mutations et à ce qu'on appelle l'existence d'une quasi-espèce dans la population virale. Alors je vais vous en parler parce que c'est quelque chose qui a été clé dans la lutte contre le virus du sida, dans le virus de l'hépatite C, et on n'est pas à l'abri que ce soit c'est très général d'ailleurs pour les virus ARN. Alors,
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'est pas infecté par un virus qui est tout le temps le même. En fait, on a une hétérogénéité, on a un variant majoritaire, qui est ce qui est le plus fréquent dans la population, mais on a des variants qui sont en petite quantité, qui ont des petites différences dans leur génome, parce que le virus évolue à chaque réplication dans la cellule, et c'est ce qu'on appelle la quasi-espèce de départ. Et cette quasi-espèce de départ, vous avez pu être infecté, elle est parfaitement adaptée à votre organisme ou au malade. Mais on applique une drogue antivirale qui est efficace, et en fait, on va avoir une chute de la charge virale. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois parfois un petit peu plus longtemps, mais en général, ça va assez vite, c'est ce qu'on avait vu assez vite dans les premières stratégies contre le virus du sida, eh bien, ce qu'on constate, c'est que le virus réapparaît et on a une nouvelle quasi-espèce avec un variant majoritaire, et ce variant majoritaire, on constate, d'ailleurs comme tous les virus de cette nouvelle quasi-espèce, dérive de ce virus qui avait déjà une mutation dans cette position qui lui permettait d'être résistant à la drogue. Donc en fait, on a une quasi-espèce à l'arrivée, qui est différente de celle de départ, mais qui maintenant est parfaitement résistante à la drogue antivirale. Le médicament n'a plus d'effet, et c'est ce qui s'est passé au début de l'épidémie du sida, jusqu'à ce qu'on passe aux polythérapies, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une seule drogue, on met 3, comme ça on tape à 3 endroits différents sur le virus, et là la probabilité que un virus au sein de la quasi-espèce possède simultanément les 3 mutations qui lui permettent d'échapper est infiniment faible, et donc c'est comme ça, grâce aux polythérapies, qu'on a transformé le sida en une maladie, depuis une maladie mortelle jusqu'à une maladie actuellement chronique. Dernier type d'approche qu'on est en train d'utiliser en particulier contre le coronavirus, ce sont les approches immunomodulatrices. Ce qu'on constate, c'est que dans les cas graves, il y a finalement une mauvaise réponse immunitaire au départ, le système immunitaire est trop faible, donc on va le stimuler en début d'infection, par exemple en injectant de l'interféron. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que toujours chez les cas graves, on constate que à la fin de la maladie, alors que le système immunitaire devrait avoir éliminé le virus, on a une surréponse qui a des effets très délétères. C'est ce qu'on appelle la tempête de cytokines qu'on voit apparaître en fin d'infection. Et là, ce qu'on utilise, c'est par exemple des injections d'anticorps qui vont spécifiquement reconnaître ces cytokines ou qui vont bloquer les récepteurs de ces cytokines à la surface de la cellule pour qu'on arrête d'amplifier cette tempête. Comme ça, les cytokines ne peuvent plus signaler qu'il faut continuer à répondre contre l'infection. Et ça, cette molécule dont vous avez peut-être entendu parler récemment, il y en a une qui semble faire quelques preuves, avoir quelques preuves d'efficacité, c'est le tocilizumab, qui est un anticorps qui cible le récepteur d'une cytokine qui s'appelle l'interleukine 6, qui est très produite dans les cas graves. Et puis, vous avez aussi les médicaments anti-inflammatoires qui peuvent limiter cette réponse délétère en fin d'infection. Alors, maintenant, on a vu tous les aspects, je dirais, moléculaires. On va passer maintenant aux éléments d'épidémiologie. On va se placer au niveau de la population. Alors, vous avez entendu parler de ce fameux taux de reproduction de base, c'est le R0, c'est le nombre moyen de personnes qu'une personne malade va contaminer. Alors, en gros, si vous avez un R0 égale 2, un premier malade va en contaminer 2 autres, qui va en contaminer 4, qui vont en contaminer 8. Vous voyez que ça monte très vite. Alors que si vous avez un R0 qui est égal à 1, vous voyez un malade en contamine un autre, qui en contamine un autre. L'épidémie ne s'arrête pas, mais elle se propage beaucoup moins vite. Et c'est ce que je vous montre sur cette courbe. Attention, ici, c'est une échelle logarithmique, 100 000, 10 000, 100 000, 1 million, pour différentes valeurs de R0 au bout de 7 cycles. Vous voyez que pour un R0 qui est égal à 3, on a environ 300 000 malades au bout de 7 cycles. Pour un R0 égal à 2, vous avez environ 30 000 malades. Pour un R0 égal à 1, au bout de 7 cycles, vous avez seulement 800 malades. Et puis pour un R0 qui est égal à 0,5, c'est-à-dire que là, on a jugulé l'épidémie, eh bien partant de 100 malades, on arrivera à 200 malades à la fin de l'épidémie lorsqu'elle s'arrêtera. Donc vous voyez, la bonne politique, c'est toujours de faire baisser le R0 pour juguler l'épidémie et évidemment, si possible, le rendre inférieur à 1. Vous savez qu'on pense que le R0 du Covid, le R0 du Covid-19 était de l'ordre de 2,7, 2,8
peut-être même supérieure selon certaines études. Donc c'était une maladie qui se propageait très efficacement, alors que maintenant on est sur un R0 qui est passé en dessous autour de 0,5 et qui fait qu'à l'heure actuelle l'épidémie régresse en France. Alors il y a une équation fondamentale en épidémiologie qui vous dit que R0 c'est le produit de 3 facteurs. Le premier, c'est le taux de contact, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont être avec qui vous allez entrer en contact pendant une journée. D'accord ? Plus le taux de contact est élevé, évidemment, plus le R0 va augmenter. B, c'est la durée de la période contagieuse, évidemment. Quand vous n'êtes plus contagieux, vous ne transmettez plus le virus. Et bêta, c'est la probabilité de transmission lors d'un contact. Ça va varier de 0 à 1. 0, vous ne transmettez pas, vous transmettez la maladie à aucun contact. 1, vous transmettez la maladie à chacun des contacts que vous croisez. Et donc, la bonne politique, ça va être de faire baisser bêta, C et D. Alors, commençons par C, j'en ai déjà parlé, c'est l'isolement des malades, c'est le confinement. La probabilité de transmission, vous voyez qu'elle va être pas très efficace si vous rencontrez quelqu'un qui est protégé. Donc, si cette personne est vaccinée, par exemple, et qu'elle a des anticorps contre le virus, vous ne lui transmettrez pas la maladie. Si elle prend en préventif des antiviraux, vous ne lui transmettrez pas non plus la maladie. Par ailleurs, certains médicaments à visée symptomatique, les antitussifs par exemple, vont aussi faire baisser le R0 puisque vous tousserez moins, donc vous ferez moins de gouttelettes. Évidemment, les mesures d'hygiène, le port du masque et le lavage des mains sont extrêmement efficaces pour faire aussi baisser cette probabilité de transmission. Pour la durée de la période contagieuse, on a peu de moyens. Parfois, les antiviraux peuvent jouer sur cette durée de la période contagieuse. Et là aussi, certains médicaments à visée symptomatique vont réduire la période pendant laquelle vous êtes contagieux. Un élément important d'épidémiologie, c'est ce sont les notions de taux de létalité et de taux de mortalité. On en parle beaucoup. Le taux de létalité, c'est le nombre de décès par rapport au nombre de malades, alors que le taux de mortalité, c'est le nombre de décès rapporté à la population totale. Évidemment, sauf lorsque tout le monde dans la population est malade, le taux de létalité est inférieur au taux de mortalité. Attention, très souvent, dans les médias, et même parfois de façon spontanée, même moi je fais l'erreur, on utilise le mot de taux de mortalité à la place de taux de létalité. Donc du coup, on ne sait plus trop de quoi on parle. Attention aussi à l'heure actuelle, il y a des chiffres qui sont donnés. Attention aux interprétations rapides des chiffres qui peuvent faire croire que certains pays font beaucoup moins bien ou beaucoup mieux. Dans tous les pays, on n'inclut pas les décès de la même façon. Dans certains pays, par exemple en Allemagne, on ne compte un décès lié au Covid-19 que si la personne a été diagnostiquée comme porteur de la maladie avant, en post-mortem, s'il n'a pas été diagnostiqué avant, il n'est pas décédé du Covid. Vous voyez qu'en France, par contre, même les gens qui ont eu les personnes qui ont eu les symptômes sont considérées comme porteuses de la maladie. Donc attention à ces chiffres-là. Attention aussi, les pays dans lesquels on détecte plus, on trouve plus de malades, donc on trouve un taux de létalité apparent qui est plus faible. Le taux de létalité réel, on ne le saura qu'à la fin, quand on saura vraiment combien de personnes ont été malades, ont contacté la maladie. Et en fait, pour le faire, on sera obligé de regarder ce qu'on appelle la surmortalité. On comparera l'excès de décès pendant la période de l'épidémie au nombre de morts en moyenne sur les années antérieures, sur la même période. Vous voyez, donc ça va être la surmortalité qui va nous permettre d'estimer ce taux de létalité. Dans tous les cas, que ce soit taux de létalité ou taux de mortalité, attention aux chiffres qui sont utilisés pour les calculer. Et puis, ce sont toujours des approximations parce qu'effectivement, on ne connaît jamais strictement ni le nombre de malades, ni même le nombre de décès vraiment liés à la maladie. Alors, passons à la crise actuelle du Covid-19. Le Covid-19 est causé par un coronavirus. Alors, les coronavirus, c'est une grande famille de virus qu'on connaissait déjà. Ils infectaient naturellement les mammifères et les oiseaux. Et leur génome est constitué d'une molécule d'ARN simple brun de polarité positive, c'est-à-dire que la cellule va le considérer quasiment comme un ARN messager.
Alors, beaucoup de coronavirus circulaient déjà dans l'espèce humaine et étaient associés à des infections respiratoires et des rhumes. On a par exemple les coronavirus NL63, 229E, OC43. Donc, c'est des sigles parce que directement, ces virus causaient donc des maladies bénignes et n'avaient pas de nom particulier. Néanmoins, à partir de 2002, il se passe un événement, c'est l'émergence du syndrome respiratoire aigu sévère en Chine, le SRAS. Et ce SRAS, qui va heureusement être jugulé, va causer quand même 8000 cas et va engendrer 800 décès dans la population. Et puis en 2012, vous avez, alors donc là, l'épidémie est jugulée, donc voilà, ça a quand même coûté 3% de points de croissance à l'époque à la Chine déjà. En 2012, on voit apparaître au Moyen-Orient le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS d'après l'acronyme anglais. Alors à l'heure actuelle, il n'est pas très répandu dans la population, mais il a causé environ, il a induit la maladie chez 2000 personnes et le taux de létalité est extrêmement élevé puisqu'il est de l'ordre de 30%. Donc là, on avait très peur d'une émergence de cette maladie. Elle n'a pas eu lieu. Alors maintenant, vous savez ce qui s'est passé donc à la fin 2019. On a vu apparaître cette épidémie d'un nouveau coronavirus. Le déclenchement de la maladie chez le premier patient identifié remonte à début décembre 2019. Il semble que la maladie vienne d'un marché où les Chinois vendent des animaux sauvages vivants. Donc, on ferme ce marché début janvier. Le virus est identifié, son génome est séquencé dès le début du mois de janvier. Donc, la recherche est allée très très vite. C'est parce que les gens ont de suite pensé à un coronavirus et donc ça a facilité les hypothèses de départ. Le premier décès rapporté, c'est à la mi-janvier. La ville de Wuhan est mise en quarantaine au début de la 3e semaine de janvier. L'OMS déclare une urgence de santé publique dès la fin du mois de janvier. Et dès février, on est sur plus de 10 000 cas et environ 300 décès. Et on constate que la pandémie n'arrive pas à être contenue en Chine. Alors, si on revient à l'origine de l'épidémie, ce qu'on constate, c'est que tous les coronavirus qui sont proches du SARS-CoV-2 sont probablement originaires des chauves-souris, mais ont été transmis à l'homme par un animal intermédiaire, la civette, qui est un mammifère carnivore, qui était présent lui aussi sur les marchés chinois lors du premier épisode de SRAS, ou bien le dromadaire pour le coronavirus du Moyen-Orient. Voilà. Donc, il y a une interrogation sur l'animal qui a pu transmettre la maladie. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que chez le pangolin, et on n'avait jamais regardé les coronavirus de pangolin avant cette épidémie, on trouve que chez le pangolin, dont apparemment il y a quelques représentants parfois sur les marchés d'animaux sauvages chinois, eh bien, on a constaté que chez le pangolin, on a des virus qui sont très proches à la fois du virus de chauve-souris et du virus humain. Donc le pangolin pourrait avoir constitué l'hôte intermédiaire, mais des enquêtes sont encore à mener pour identifier réellement l'espèce intermédiaire qui a permis la transmission à l'homme. Au niveau des aspects cliniques, les symptômes, on en a beaucoup parlé. Les plus courants, c'est de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche, des maux de tête, et puis une perte de l'odorat et du goût qui est vraiment très présente et qui souvent est présente chez des gens qui sont faiblement symptomatiques. Mais aussi, on voit apparaître des courbatures et des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, donc assez proche du rhume, des maux de gorge, parfois des diarrhées, des frissons, des tremblements. Donc on a quand même des symptômes assez vastes qui ressemblent quand même assez aux symptômes grippaux, de façon générale, avec des symptômes plus présents que d'autres, mais comme chez la grippe, des symptômes un peu plus rares, mais qui signent aussi la maladie. Alors, ce qu'on sait de la période d'incubation, c'est qu'elle dure entre 2 et 14 jours, une médiane, c'est-à-dire 50%, ce qui se situe autour de 5 jours, 50% des gens vont déclarer la maladie avant 5-6 jours et 50% après 5-6 jours d'incubation. Ça veut dire que les gens sont malades sans le savoir pendant quand même une période assez longue. Le virus se multiplie massivement dans les poumons et les voies respiratoires supérieures
Il n'est pas présent dans le sang, ni dans l'urine. On trouve un petit peu de génome viral dans les selles, hein, mais pas de virus complet, donc il n'y a pas d'infectiosité du virus, il n'y a pas de virus infectieux présent dans les selles des malades. Mais évidemment, pour des raisons d'hygiène élémentaire, on va quand même se laver les mains quand s'est occupé, par exemple, d'un enfant, quand on a changé les couches d'un enfant potentiellement malade, par exemple. Alors, il est apparu très vite que c'est un gros problème de santé publique. C'est une maladie très contagieuse. Le R0 est estimé autour de 2,5. Certaines études le placent un petit peu plus haut. Le taux de létalité actuel, on pense que, au bout du compte, il va se situer entre 0,5 et 1,5%, c'est-à-dire quand même 5 à 20 fois celui de la grippe saisonnière. Donc, on a un virus qui se transmet beaucoup plus efficacement que la grippe saisonnière et qui est 5 à 20 fois mortel. On peut l'affirmer. Ce n'est pas une grippette. On peut le dire maintenant, c'est très clair, ce n'est pas une grippette. Au mois de février, on pouvait avoir des doutes. Là, ceux qui le disent encore, c'est presque criminel de le dire encore. Des complications sont présentes chez beaucoup de malades, en particulier beaucoup de malades, peut-être 5%. Ça dépend encore une fois du nombre de malades qu'on va considérer, mais parce que encore une fois, on a quand même pas mal de gens qui sont asymptomatiques, mais disons entre 5 et 10% des gens se retrouvent à avoir besoin d'une hospitalisation. Et ça, c'est quand même un chiffre très élevé. Et nos urgences ne sont pas préparées à avoir peut-être pas 5% de la population complète, puisque tout le monde ne tombera pas malade, mais 2 ou 3% de la population qui ponctuellement pourrait être admis à l'hôpital. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est limiter ce nombre d'hospitalisations. Donc, on est obligé de lisser la courbe de l'épidémie. Sinon, nos urgences explosent et le taux de létalité, à ce moment-là, augmente puisque les cas graves ne peuvent plus être soignés. Autre problème, c'est qu'on a un très grand nombre de personnes à risque. Les personnes âgées, des patients qui ont des problèmes cardiovasculaires, les problèmes qui ont des diabètes insulinodépendants, les personnes qui présentent une pathologie chronique respiratoire, ceux qui ont une insuffisance rénale et qui sont dialysés, évidemment les gens qui sont atteints de cancer sous traitement parce que souvent ils présentent une immunodépression, donc de façon très générale, tous les gens qui ont une immunodépression sont à risque, les personnes qui ont une cirrhose, et puis les personnes qui sont obèses et donc qui présentent une obésité de type maladif. Alors, face à l'épidémie, vous avez entendu parler des tests, hein, qui sont un outil important en épidémiologie, et donc il y en a de deux types, et il s'agit de ne pas les confondre. Le premier, c'est le test diagnostique ou test nasal, dit test PCR ou parfois RT-qPCR. Ce test va permettre de détecter la présence du génome viral, et donc la présence du virus dans l'organisme. Attention, on prélève ce virus au niveau du nez. On ne va pas fouiller dans vos poumons. Hein, on a un écouvillon un écouvillon flexible et on va retirer ce que parfois on appelle la morve. Et cette morve, ensuite, on va regarder si le virus est présent à l'intérieur. Attention, dans 20 à 30% des cas, le virus n'est pas présent dans le nez de tous les patients. Et donc, mécaniquement, ça va donner ce qu'on appelle un faux négatif. La personne est malade, elle a tous les symptômes, mais néanmoins, on ne trouvera pas le virus dans son nez. Donc ça, c'est vraiment pour savoir si vous êtes malade. À partir du moment où vous n'êtes plus malade, ou vous ne portez plus le virus, ce test ne sert à rien. Hein. Le deuxième test, c'est le test sérologique, ou test anticorps, ou test sanguin. Ce test va détecter la présence d'anticorps spécifiques du SARS-CoV-2. Hein. C'est-à-dire qu'il va vérifier que vous avez été au contact du virus, que vous avez déclenché une maladie, peut-être asymptomatique, mais qu'en fait, vous avez monté une réponse immunitaire, et c'est cette réponse immunitaire, on vérifie si elle est présente. Cette réponse immunitaire apparaît à la fin de la maladie, donc vous pouvez être positif aux deux tests simultanément, mais l'intérêt du test sérologique, c'est que même quand vous n'êtes plus malade, eh bien, on détecte les anticorps, et en détectant les anticorps, on sait que vous avez été exposé à la maladie. A priori, on pense que si on a détecté les anticorps, eh bien, vous êtes protégé contre une réinfection par le même virus, et cela au moins pour quelques mois. On ne sait pas sur la durée, mais pour quelques mois, on pense qu'il y a une protection. Alors, on arrive à la fin.
les scénarios de sortie de crise. Bon, déjà, voyons où en est la crise. La pandémie dans le monde, c'est 3 millions plus de, ça c'est des chiffres qui datent de hier soir, c'est plus de 3 500 000 malades et déjà 250 000 décès. Il faut savoir qu'on ne détecte pas tous les malades dans aucun pays. Donc il y a, si vous imaginez un taux de létalité de l'ordre de 1%, on sait que très probablement s'il y a 250 000 malades et il y a environ 250 000 décès, il y a environ au moins 25 millions de malades à travers le monde, dont certains asymptomatiques, dont certains pas pris en compte parce que n'étant pas allés dans les hôpitaux, parce que cas faiblement symptomatiques, etc. Alors, si on regarde à l'heure actuelle, la propagation de l'épidémie, c'est 80 000 nouveaux cas détectés de par le monde, donc probablement, en fait, plus précisément, entre 500 000 et 1 million de nouveaux cas tous les jours, puisqu'encore une fois, on ne compte ici que les malades officiels, entre guillemets. La pandémie dans le monde, si on regarde pays par pays, ici vous avez le nombre de cas journaliers, ici c'est l'Italie, donc vous voyez ici c'est le moment où on prend les mesures d'entrée dans le confinement, vous voyez que évidemment le nombre de cas continue d'augmenter au début du confinement, c'est la même chose en France, où les décisions ont été prises à peu près par ici, et c'est aussi le cas en Allemagne qui a pratiqué quand même un confinement un peu différent de ce qui a été du confinement drastique qui a été le cas en France et en Italie. En tout cas, ce que vous voyez, c'est qu'en Italie, vous êtes quasiment à 29 000 décès, 25 000 décès en France et 7 000 décès en Allemagne. Attention à la signification de ces chiffres. Il est probable qu'à la fin de l'épidémie, on retrouvera des personnes qui sont décédées malheureusement seules chez elles. Donc ces chiffres sont amenés à monter un peu. Ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, le confinement fait son effet et le nombre de cas diminue. Le R0, on a réussi à le faire passer sous la valeur de 1. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Je vous donne ici les USA. On a maintenant quasiment 1 200 000 malades aux USA, 70 000 décès en tout, et au nombre de cas journaliers, vous avez environ 30 000 nouveaux cas tous les jours, et c'est relativement stable. Donc l'épidémie, on est dans un plateau. Il faut maintenant espérer que pour les Américains que ce plateau descende. Et attention, cette descente est lente, donc ça va prendre du temps encore aux États-Unis. Le Royaume-Uni est un peu dans la même situation, 29 000 décès déjà, et seulement au plateau, on ne voit pas encore la descente, on ne voit pas encore les effets du confinement sur la maladie. On commence à les voir parce qu'on a atteint un plateau, mais on ne voit pas encore une baisse. Alors le Brésil, ça c'est le cas particulier, puisque vous voyez que là on est en pleine flambée épidémique. Il y a peut-être eu une légère stabilisation ces 2 derniers jours, mais ce qu'on sait c'est aussi que les chiffres du Brésil sont très en dessous de la réalité, que ce soit en nombre de morts, que ce soit en nombre de cas. Le Brésil actuellement, c'est une estimation de 100 000 malades, mais là encore probablement très sous-estimé. Au niveau de l'état des lieux de la recherche, on a quelques molécules antivirales ou immunomodulatrices. En fait, on repositionne des médicaments déjà existants parce qu'on sait que s'ils sont efficaces, on a déjà une autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments. Il y a 2 molécules qui semblent présenter des effets, mais limités, je dirais, mais encourageants. Attention, les vraies données n'ont pas été publiées. Ce sont des communications des agences de santé ou gouvernementales. Alors, il y a le Remdesivir qui réduirait le temps d'hospitalisation de 31%, mais qui n'aurait qu'un effet très limité sur le taux de létalité dans la population traitée. Réduction d'hospitalisation de 31%, ça permet quand même d'avoir 31% de capacité en plus au long cours. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, vous avez entendu parler du tocilizumab. Il y a une amélioration du pronostic des cas graves, mais pour l'instant, rien n'a été publié. C'est quelque chose qui a été annoncé par l'assistance publique et les hôpitaux de Paris, sans que les chiffres aient été réellement donnés, donc on reste prudent aussi sur l'interprétation de ces données. Au niveau des vaccins, il y a plus de 40 essais répertoriés dans le monde, mais attention, on n'a jamais développé un virus contre un coronavirus humain, d'accord? Un vaccin contre un coronavirus humain, pardon. Donc le vaccin, il devra combiner innocuité et efficacité. Il faudra être en mesure de le mettre de façon très large à disposition de la population. Ça veut dire qu'il faudra industrialiser le procédé. Donc, quand bien même on trouverait un vaccin efficace qui soit très sécurisé et très efficace, il sera difficile de vacciner massivement avant probablement 18 mois minimum.
Est-ce que la maladie a un caractère saisonnier? On va rentrer dans l'été, et la plupart des infections respiratoires, on le sait, ont un caractère saisonnier prononcé, parce que notre système immunitaire est plus efficace l'été, parce que les gouttelettes se comportent différemment avec la température et l'hygrométrie de l'air, parce que les rayons UV du soleil vont aussi détruire les génomes viraux, et puis aussi parce qu'on a tendance à mieux aérer nos habitations l'été que l'hiver. Et qu'en sera-t-il du SARS-CoV-2? On s'attend à un caractère saisonnier pour toutes les raisons qu'on vient de donner au-dessus. Et donc, il y en aura probablement un répit cet été, mais néanmoins, il est peu probable que le virus disparaisse. L'épidémie continuera à tourner sur la planète. Je vous rappelle que quand c'est l'été chez nous, c'est évidemment l'hiver dans l'hémisphère sud. Donc, on craint une deuxième vague. C'est le scénario qu'on a eu pour la grippe espagnole. Le virus, à l'heure actuelle, est partout dans le monde. C'est une émergence réussie. Donc, quand bien même on arriverait à le juguler complètement en France, bah, vous voyez, le Brésil, les États-Unis, l'Angleterre et plein d'autres pays dans le monde continueront à avoir des poches où le virus est présent. La population française est encore très largement non immunisée. Seulement, on pense 5 à 10% de la population a été touchée. Donc, ça offre une grande partie de la population vulnérable au virus. On va essayer d'exploiter le répit de l'été s'il a lieu pour se préparer à affronter une seconde vague à l'automne, c'est-à-dire augmenter nos capacités d'accueil de malades et de cas graves, par exemple. Et puis, vous savez que le 11 mai, c'est le déconfinement. Alors, on sait qu'on a, vous voyez la carte qu'on nous présente maintenant tous les jours, on a une situation disparate sur le territoire, avec des régions qui sont plus touchées par le virus. Donc, on aura certainement un déconfinement progressif et des mesures locales différenciées. Les zones vertes, probablement, pourront être rouvertes à plus d'activités, je dirais, plus précocement que, par exemple, la région parisienne. L'évolution post-déconfinement sera évidemment suivie avec attention. On ne veut surtout pas que les services d'urgence soient de nouveau débordés ou quasi débordés. En absence de vaccins et de médicaments efficaces, comme je l'ai dit, le respect des gestes barrières sera notre meilleure arme et donc il faudra du civisme. En cas de deuxième vague, encore une fois, l'objectif sera de ne pas saturer nos hôpitaux pour qu'on puisse continuer à avoir une vie sociale, professionnelle et économique normale. Et l'évolution du virus, eh ben, il faut le reconnaître, elle est peu prédictible. Une disparition rapide, c'est peu probable pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Et puis, ce qu'on peut attendre, c'est évidemment une deuxième vague, une propagation de la maladie dans la population, une augmentation de l'immunité collective, un virus qui va du coup muter, mais qui pourrait très bien évoluer vers une forme plus atténuée, et peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, c'était le cas avec les grippes dans le passé, il y a une grosse épidémie, et c'est la même grippe qui continue à circuler de façon saisonnière. On peut aller peut-être vers une atténuation du virus, et finalement, le fameux Covid-19 deviendrait presque un rhume banal. La question, c'est un scénario de type optimiste quand même, et à quel horizon? Eh bien, on n'en sait rien, et là, il faut être assez humble. Ce sont les mois prochains qui vont nous donner des éléments pour répondre à ces questions. Et je vous remercie, et je prends vos questions. J'ai dépassé un peu mon temps, je crois. Les organisateurs? Fondamentale, moléculaire et structurale, donc en présentiel à Gif-sur-Yvette, avec différents intervenants principalement de son équipe. Alors, vous avez été près de 800 personnes à nous écouter et il reste des places pour une deuxième session que nous organisons jeudi 7 mai à 11h. Donc, vous pourrez communiquer l'existence de cette deuxième session à vos collègues si vous êtes intéressés. Alors, pour ce qui concerne les questions, on va essayer de les regrouper par thème parce que donc il y en avait plusieurs qui concernaient en particulier, donc je vais reprendre un petit peu les choses qui ont été posées plutôt au début de l'exposé. Donc je vais passer à une autre question, voilà.
Alors, il y a eu plusieurs questions qui concernaient les modes de contamination au niveau des différents types de gouttelettes, la survie des virus dans les gouttelettes également, et donc, pour être plus concret, des questions de distance. Alors, ok. Donc, on sait que le virus survit dans les gouttelettes. C'est un mode de transmission qui est connu pour les virus respiratoires et c'est connu pour la grippe. Hein, donc, il survit dans les gouttelettes. La durée de survie va varier de beaucoup de choses. Hein. Encore une fois, l'humidité, la température. On sait que, par exemple, les temps froids et secs sont très favorables à la propagation du virus de la grippe. Voilà. Par exemple, ça c'est pour le coronavirus, on sait pas trop, mais comme on voit que il s'est plutôt propagé dans l'hémisphère nord, où c'était l'hiver, il semble que le temps froid lui soit favorable. Quand le virus est dans une gouttelette, donc la gouttelette va se poser sur une surface et contaminer cette surface. Donc cette contamination, attention, parce que les gens ont parfois n'ont pas regardé si le virus restait infectieux, ils ont regardé si le génome était encore détectable. Vous voyez, on vérifie si une partie du virus est présente. Ça ne veut pas forcément dire que le virus est encore actif, hein, potentiellement, disons, actif à l'intérieur. Il est très vite abîmé. Mais c'est vrai qu'on sait que quand ça s'écrase sur une surface, on pense que le virus peut certainement survivre quelques dizaines de minutes et ça pourrait aller jusqu'à quelques heures sur certaines surfaces. Voilà. Mais encore une fois, si vous lavez les surfaces, par exemple, si vous reprenez le travail, si vous avez un bureau, hein, juste un coup de gel hydroalcoolique sur votre bureau, hein, pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein, je veux dire, le virus, il a une membrane et cette membrane est très soluble dans les solutions alcoolisées. Donc vous pouvez désinfecter comme ça. Au niveau des deux modes de transmission, gouttelette versus aérosol, en fait, il y a un continuum. Hein, il y a un continuum. On fait des gouttelettes qui vont de quelques microns jusqu'à quelques millimètres. Et plus la gouttelette est grosse, plus elle se comporte comme une gouttelette. Donc là, vous allez être en particulier, comme c'est directionnel, donc à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire, parlez un peu de côté pour éviter d'envoyer vos postillons hein, dans le visage de votre interlocuteur. Ça, c'est clair. On a redit, effectivement, éternuer en se mouchant dans votre coude, vous mettez votre tête de côté et donc vous n'envoyez pas hein, ces grosses gouttelettes dans le visage de la personne qui est en face de vous. Là, le masque, même le masque simple, est protecteur contre ces gouttelettes puisque, au mieux, elles vont s'écraser contre le masque. Évidemment, vous en aurez peut-être aussi ailleurs sur votre visage, mais néanmoins, voilà ce qui est clé quand même. C'est ces histoires de gouttelettes, c'est directionnel. Les aérosols, par contre, eux, ils flottent. Et c'est vrai que le port du masque, dans ces cas-là, il est important parce que vous limitez votre fabrication et votre dispersion d'aérosols. En revanche, le masque vous protège assez peu des aérosols, sauf les masques FFP2 qui sont des masques de soignants. Hein. Mais les masques de tissu ne vous protègent pas des aérosols, mais par contre, vous, en le portant, vous faites un geste citoyen, vous protégez les autres. Et encore une fois, les aérosols, si vous pouvez, aérer vos appartements, aérer votre pièce de travail pour évacuer ces aérosols. Voilà. Merci. Donc, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions qui concernaient les aérosols, donc les gestes à suivre qui s'en suivaient. Alors, avant de passer à un autre sujet sur lequel nous avons beaucoup de questions, je me permets une petite parenthèse sur deux questions peut-être un peu originales. Peut-on infecter nos animaux domestiques et inversement, nos animaux peuvent-ils infecter l'homme? Donc, alors, deux niveaux de réponse. L'homme a toujours été au contact d'un certain nombre d'animaux domestiques et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que, finalement, on est assez peu sensible aux maladies de nos animaux domestiques habituels, chiens et chats, parce qu'ils ont toujours vécu avec l'homme. Et vous imaginez bien que s'il y avait eu des maladies mortelles dans ces espèces, enfin des maladies dans ces espèces qui étaient mortelles pour l'homme et qui étaient transmises à l'homme avec des gros problèmes, on aurait eu beaucoup de problèmes à vivre avec ces animaux. Donc en fait, on a limité un petit peu les propagations de maladies des animaux domestiques habituels, hein, je veux dire chiens, chats, mais aussi les animaux, ce qu'on appelle les animaux de rente, porcs, vaches, etc. Hein, eux ne transmettent assez peu finalement de virus dangereux à l'homme. Maintenant, dans le cas du coronavirus, alors je sais qu'il y a eu quelques cas de contamination qui ont été rapportés, contamination vers le chat en particulier.
Mais néanmoins, là, j'ai vu une enquête sur BioArchive qui a été faite par les vétérinaires de Maison Alfort, en collaboration avec des gens de l'Institut Pasteur. Et en fait, il conclut qu'il y a une très faible probabilité d'infecter vos animaux domestiques. Donc en fait, toujours aussi, attention, les médias ont tendance à rapporter le cas exceptionnel. Un cas exceptionnel ne fait pas de statistiques. Il y a deux choses qui sont très claires. Vous dites tel médicament vous a guéri, vous ne pouvez pas le savoir, c'est seulement la grande population qui le montre. Et ce que rapportent les médias, c'est pas parce qu'il y a eu un chat d'infecté que l'infection des chats est générale. Donc, a priori, ce qu'on a comme impression, c'est que le virus est peu transmissible aux animaux domestiques. Merci. Alors, nous avons eu de nombreuses questions sur les traitements et les vaccins. Donc, je commence par une question qui est relative aux antibiotiques. Alors, certains antibiotiques sont efficaces contre des virus, tels que celui du sida. Quels sont leurs mécanismes d'action et est-ce spécifique à certaines familles d'antibiotiques? Alors, là, je dois dire, je dois dire, est-ce qu'il y a des antibiotiques efficaces contre le virus HIV? Je me pose la question. Je crois qu'on utilise surtout des antiviraux, mais on donne des antibiotiques parce qu'en fait, les gens, comme vous le savez, le HIV. Alors, je reste prudent, mais ce que je sais, c'est qu'on donne des antibiotiques aux patients parce que souvent, ils ont des infections respiratoires, par exemple, causées par des bactéries. Donc, comme ils ont un système immunitaire affaibli, on leur donne des antibiotiques. Et évidemment, c'est le moment où souvent, pour les cas les plus graves, ils déclenchent la phase SIDA, qui deviennent très sensibles à des infections bactériennes. Donc, on leur donne des antibiotiques. Mais c'est pas pour lutter contre le HIV, à mon avis. La deuxième chose, c'est que oui, apparemment, certains antibiotiques de type macrolide pourraient avoir une action sur les virus, mais pour l'instant, et c'est une action qui a été mise en évidence uniquement in vitro, donc en culture de cellules, parce que les macrolides jouent sur la voie d'entrée de certains types cellulaires, donc on bloque les entrées, donc le virus qui utilise ces voies d'entrée, eh bien, ne peut plus rentrer dans la cellule. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas, de façon très générale, les antibiotiques ne sont pas efficaces sur les virus. Le sida, je vérifierai, il y a peut-être un antibiotique qui a une action antivirale, mais de façon très générale, je pense que les antibiotiques, dans le cadre de la maladie sida, c'est pour lutter contre les surinfections. Hein. Et donc voilà quoi. Donc c'est vraiment deux mondes différents, les virus et les bactéries. Et donc on n'a pas les mêmes médicaments. D'accord. Mais souvent, on donne, encore une fois, on donne des antibiotiques, souvent dans une infection respiratoire, par exemple comme la grippe, parce que les surinfections bactériennes peuvent venir derrière, donc on anticipe. Mais voilà. Très bien. Alors, plusieurs questions sur la comparaison avec la grippe. Première question, sur l'efficacité de vaccination, il me semble que le vaccin contre la grippe marchait bien pour des gens, mais pas pour tout le monde. Est-ce que le vaccin du Covid sera dans ce type aussi? Alors, sur l'efficacité de la vaccination. Alors d'abord, le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin qui est formulé sur des bases qui sont les virus qui circulent. Il y a un organisme qui regarde les virus qui circulent et qui va chercher à optimiser le vaccin contre les virus qui circulent. Donc de temps en temps, il y a des erreurs puisqu'on est obligé d'anticiper. Le vaccin est prévu avant que la grippe n'arrive et parfois ce ne sont pas les souches grippales qu'on attendait qui arrivent. Donc le vaccin dans ces cas-là protège moyennement, on va dire. La deuxième chose, c'est qu'en France et dans beaucoup de pays, on vaccine exclusivement les personnes âgées puisque ce sont les personnes les plus à risque. Le problème, c'est que les personnes âgées répondent assez mal au vaccin de façon très générale, pas seulement le vaccin contre la grippe. Le système immunitaire vieillit. Donc, effectivement, parfois, on a des personnes âgées, mais c'est vrai d'ailleurs pour tous les vaccins et c'est vrai pour toutes les personnes vaccinées. Encore une fois, le vaccin, c'est un acte citoyen. Quand on a un vaccin qui est efficace et inoffensif contre celui de la grippe, en se vaccinant, non seulement on se protège, mais comme je vous dis, il y a des gens qui ne montreront pas de réponse immunitaire avec le vaccin, mais surtout, si on le fait collectivement, eh bien, il va y avoir suffisamment de gens protégés pour protéger les personnes les plus faibles, qui parfois d'ailleurs ne peuvent pas être vaccinées. Voilà. Alors, pour le vaccin du Covid, est-ce qu'il sera de même genre? Eh ben, à vrai dire, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne sait pas comment le virus va évoluer dans la population. Est-ce que petit à petit,
il va évoluer. Est-ce qu'on aura un bon vaccin même contre le Covid, hein, et aussi un vaccin qui soit, je veux dire, inoffensif, c'est-à-dire qui soit efficace contre la maladie et inoffensif dans la population, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Pour l'instant, on n'en sait rien et il faut être très prudent là aussi avec tout ce qui est effet d'annonce. Hein, les médias, il y a 40 projets vaccinaux. Si vous allez tous discuter avec les chercheurs, évidemment, ils croient en leur projet. Hein. Donc évidemment, mais soyons prudents et attendons. Je ne sais pas quel sera le vaccin contre le Covid et je ne sais pas en ce moment quelle sera son efficacité. Alors, peut-être petite question pour revenir aux fondamentaux. Pourquoi certaines maladies ne trouvent pas de vaccin? Alors, parce que, alors, en fait, on peut faire un vaccin quand on est infecté, notre organisme fait une bonne réponse immunitaire. Par exemple, vous voyez, le virus de la rage qui est mortel, on constate que quand les gens sont infectés, eh ben, on fabrique d'excellents anticorps. Malheureusement, ils arrivent un peu trop tard dans la maladie et malheureusement, on meurt avant que ces anticorps nous protègent. D'où l'idée pour la rage de vacciner avant ou de vacciner avant même que la maladie se déclenche, parce qu'on sait qu'on va fabriquer ces bons anticorps. Alors évidemment, les virus, ils ont évolué des stratégies, ils ont évolué pour développer, je dirais, des stratégies qui leur permettent d'échapper aux anticorps. Et pour ça, par exemple, ils vont masquer leur clé d'entrée va être masquée, par exemple, avec des sucres. Or, on sait que si leur clé d'entrée est masquée par des sucres, hein, c'est une protéine la clé d'entrée, mais on peut mettre des sucres dessus. Si on met des sucres dessus, eh bien le système immunitaire va mal répondre. Par exemple, le cas typique, c'est le cas du virus du sida qui a une protéine à sa surface qui porte beaucoup de sucre qui protège de la réponse anticorps. Par ailleurs, certaines maladies, toujours le virus du sida, on constate que chez les malades, même si on regarde ce qu'ils ont dans leur sérum, on ne trouve pas beaucoup d'anticorps neutralisants. Donc en fait, la maladie en elle-même ne fait pas monter une réponse immunitaire protectrice. Donc on sait déjà que pour ces virus-là, ça va être compliqué de faire un vaccin. Et puis le virus du sida, en plus, il joue avec le système immunitaire. Donc vous voyez, il y a un autre problème. Alors après, vous avez un autre virus, comme le virus de la dengue, qui existe sous différents variants. Et quand vous êtes protégé contre un des variants, eh bien en fait les anticorps qui éventuellement vous protègent contre ce variant vont se révéler être facilitants, voire aggravants quand vous recevez un autre variant du virus. Vous voyez. Donc en fait, évidemment, dans ce cas-là, c'est difficile de faire un vaccin parce qu'il faudrait faire un vaccin qui protège simultanément contre les 4 ou 5 variants du virus de la dengue. Donc c'est compliqué, c'est pas toujours simple, et ce qu'il faut que les gens doivent avoir confiance dans les vaccins qui sont mis sur le marché à l'heure actuelle, et avoir conscience que on prend énormément de précautions avant de mettre un vaccin sur le marché. Très bien. Alors, ça nous en permet d'enchaîner sur une question liée à l'immunité. Donc, première question, comment savoir si nous avons été infectés, surtout si nous sommes immunisés, et plus d'autres questions un peu plus spécifiques sur les anticorps et l'immunité collective. Voilà. Alors, pour savoir si vous avez été infecté, si vous avez été malade, maintenant vous êtes guéri, donc vous ne portez plus le virus, donc le test RT-PCR ne vous dira rien, hein, il vous dira vous êtes négative, mais vous savez pas si vous avez eu le virus avant. Donc, pour savoir si on a été infecté, c'est le test anticorps, le test sérologique dont j'ai parlé à la fin. Hein, on vous prélève un peu de sang et on regarde si dans cette gouttelette de sang, vous avez des anticorps. Alors attention, le fait d'avoir des anticorps, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement immunisé. Parce qu'il faut être certain que ces anticorps soient neutralisants. Et là, on ne pourra pas tester pour toute la population, pour savoir si ces anticorps sont neutralisants, parce que là, pour le coup, déjà le test RT-qPCR est assez lourd, mais alors le test de séroneutralisation est très lourd et ça prend du temps, donc on ne pourra pas tester tous les gens. Donc on considérera que de façon générale, quand les gens ont été infectés et qu'ils ont eu des anticorps, eh bien on considérera qu'au moins pendant un certain temps, ils seront protégés contre le virus. Alors pourquoi ça? Parce qu'on a des évidences que dans les plasmas, dans les sérums de gens convalescents, hein, qui ont vraiment eu un Covid bien symptomatique, et on trouve des anticorps qui sont neutralisants et qui sont capables de neutraliser le virus. Donc on généralise un peu cette observation. Évidemment, il y aura quelques personnes, exactement comme tout à l'heure, des gens qui ont été vaccinés contre la grippe développent quand même la maladie. On aura peut-être quelques personnes qui développeront qui seront réatteints par le virus, même si le virus n'évolue pas. Et puis à terme,
Si toute la population a eu le Covid, globalement, eh bien, on a une barrière contre le Covid, et donc soit la maladie disparaîtra, soit le virus sera contraint d'évoluer, et donc plus il évoluera, plus il s'éloignera de ce qu'il était au départ, et moins notre système immunitaire ne le reconnaîtra efficacement. Une notion que vous avez bien développée, mais qui suscite quelques interrogations, et peut-être c'est important de réexpliquer les fondements de l'épidémiologie, notamment sur le R0. Pourquoi R0 égale 1 produit quand même un accroissement de cas et non un nombre stable? Est-ce que vous Parce pouvez que rapidement au revenir? départ, vous avez un malade qui en contamine un, celui-là en contamine un, donc au premier cycle, vous avez un malade, au deuxième cycle, vous en avez deux, au troisième cycle, vous en avez trois, quatre, cinq, mais c'est un accroissement qui est linéaire. C'est-à-dire que avec R0 égale 1, on est vraiment dans l'accroissement linéaire. Dès que R0 est supérieur à 1, on passe dans un accroissement dit de type exponentiel. Voilà. Et donc, pour arrêter l'épidémie, il faut que R0 passe absolument sous 1, et dans ces cas-là, à un moment, l'épidémie s'arrête. Mais R0 passe spontanément sous 1 si on laisse courir une épidémie, hein, parce que quand tout le monde a été malade, les gens sont protégés. Très bien. Plusieurs questions sur les modes de contamination par l'air, les surfaces, une question aussi sur les emballages alimentaires et le réfrigérateur. Et il y avait également une question en début d'exposé sur le lavage de mains et une possible, en tout cas une interrogation sur le paradoxe par rapport à la température préconisée de 60 degrés. Quand on se lave les mains, on ne se les lave pas à 60 degrés, par exemple. Alors, quand vous vous lavez les mains, vous utilisez du savon, d'accord? Vous n'avez pas besoin de monter à 60 degrés. Et j'entends beaucoup de choses pour les lessives, voilà. À partir du moment où vous lavez vos vêtements, vous avez un détergent. Hein. La lessive, c'est du détergent. Le détergent solubilise la membrane virale. Il la détruit. D'accord? Et donc, en fait, vous n'avez pas besoin de laver à 60 degrés. Vous devez mettre suffisamment de savon pour que ça mousse. Voilà. Et vous passez, voilà. Et le gel hydroalcoolique, ça marche très bien aussi parce que ce gel hydroalcoolique, l'alcool solubilise la membrane virale. Donc, on n'a pas besoin de se laver les mains à 60 degrés. Sous l'eau froide à 20 degrés avec du savon, ça marche très bien. D'accord? Après, pour l'histoire des masques qu'on nous conseille de laver, où il y a des recommandations à 60 degrés. En fait, le problème du masque, c'est que si vous le portez, vous allez aussi le contaminer par toutes vos bactéries qui sont présentes dans la bouche. C'est pas juste le virus que vous éliminerez à 60 degrés, ce sont des bactéries qui sont éventuellement associées à tous vos flux respiratoires, quoi. Et au bout d'un certain temps, elles peuvent finir par s'accumuler, ces bactéries aussi. Donc voilà. Alors, maintenant, l'importance relative de la contamination par l'air et par les surfaces, à la base, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Puisqu'on parle, encore une fois, des gouttelettes, même les aérosols finissent par sédimenter et contaminer les surfaces. On ne connaît pas l'importance relative. On sait que c'est un virus qui se transmet par les voies respiratoires, donc par les voies respiratoires. Donc, mode de contamination air-surface, comme tous ces virus-là. Donc, les précautions à prendre sont évidemment toujours les mêmes. Hein. Vous lavez les surfaces régulièrement, en particulier. Attention, on peut pas passer son temps à laver non plus. Mais vous êtes devant un bureau, vous toussez, vous éternuez, vous lavez votre bureau après. C'est tout. Là, un petit peu de gel hydroalcoolique suffit. Hein. Voilà. Même si vous avez une pissette à alcool, pour ceux qui sont dans les laboratoires, le virus ne survit pas à l'alcool. Hein. Enfin, je veux dire, l'alcool à plus de 90 degrés, vous solubilisez complètement la membrane virale. Voilà. Donc contamination, on connaît pas, mais c'est le même mode de contamination qui conduit à ça. Hein. Donc oui, le masque reste extrêmement important pour éviter de contaminer les surfaces, pour éviter de contaminer les autres et pour éviter de se faire contaminer, en particulier lorsque vous parlez à quelqu'un et qu'il y a émission de grosses gouttelettes. Quoi. Vous avez introduit les notions de taux de létalité et de mortalité. Une question c'est peut-être bien de repréciser ce que c'est. Est-ce que le taux de létalité inclut-elle les cas asymptomatiques? Alors, voilà le problème majeur dans le décompte. Vous voyez, le taux de létalité devrait inclure les cas asymptomatiques. Hein, c'est-à-dire que c'est toutes les personnes qui ont eu la maladie. Et ça, on le sait avec le test sérologique après, hein, quand les gens ont des anticorps, c'est qu'ils ont été en contact avec le virus. Donc le taux de létalité, on devrait effectivement inclure tous les gens
qui ont eu la maladie, en incluant les asymptomatiques. Mais on peut aussi préciser et dire le taux de létalité chez les symptomatiques, qui sera forcément plus élevé que le taux de létalité global, hein, puisque évidemment le nombre de malades, hein, ça inclut aussi les asymptomatiques. Mais vous voyez bien que c'est toute la complexité des chiffres qu'on nous donne. Parce que quand on dit à l'heure actuelle le taux français est de l'ordre de 15%, je rappelle qu'en France, les malades qui sont officiellement comptabilisés sont ceux qui sont détectés par test et détectés et qui sont inclus à l'hôpital, quoi. Voilà, à peu près. Donc en fait, et quelques malades en ville dont on a la certitude qu'ils ont le taux de qu'ils ont attrapé le coronavirus. Mais ce qu'on sait, c'est que très probablement, en fait, il y a, puisqu'on a un taux de létalité apparent de 15%, et qu'on sait que le vrai taux de létalité, quand on commence à le calculer et quand on commence à le regarder d'un peu près, est probablement autour du pourcent. Alors quand je dis autour du pourcent, ça peut être 3 fois moins, comme 3 fois plus, mais très probablement on pense que c'est entre 0,5 et 1,5%. Donc vous voyez que ça veut dire qu'en fait le nombre de malades en France, si on nous dit qu'il y a 160 000 ou 170 000 personnes et que vous trouvez un taux de létalité de 15%, très probablement ça signifie qu'il y a 15 fois plus de malades en incluant les asymptomatiques en France. Très bien. Merci. Alors, comment expliquer un décalage entre l'arrivée du virus en France en décembre et le développement exponentiel de la maladie? De manière générale, il y a plusieurs questions sur la façon dont s'est propagé le virus dans le monde, hein, puis finalement, depuis la Chine, et le fait que ça a été aussi fort. Alors, bon, là, l'arrivée du virus en décembre, donc maintenant est attestée, hein, puisqu'on a eu au moins un cas qui en date du 27 décembre. Mais évidemment, au départ, même sur un mode exponentiel, vous voyez que sur les 4 ou 5 premiers cycles, hein, mettons avec un R0 de 3, si chacun en contamine 3, avec aussi le fait que si chaque malade en contamine 3 autres, avec le fait que sur ces 3 malades, il y en aura peut-être 2 qui seront asymptomatiques, vous voyez qu'au départ, on va voir apparaître très peu de cas. On va avoir 1, plus 3, 4, 4 plus 9, 13, 13 plus 27, 40. Vous voyez que les 5 ou 6 premiers cycles de la maladie, on reste quand même sur un nombre limité de cas. Ça va ça va commencer à partir du 5e ou 6e cycle. En plus, vous savez, on a été beaucoup à tousser et à pas aller voir de médecin, enfin à tousser quand on a la grippe. Hein, les gens vont pas voir le médecin. Donc s'il n'y a pas d'aggravation, les gens sont pas allés voir leur médecin. Donc peut-être qu'il y avait déjà des cas qui circulaient sans que les gens aillent voir le médecin. Les asymptomatiques ne sont certainement pas allés voir le médecin. Donc il est clair qu'on a eu probablement une période où le virus a peut-être circulé en France, même courant janvier, même courant février, avec beaucoup de personnes asymptomatiques, et puis peut-être aussi peu de cas graves. Donc quand même, on rappelle que c'est peut-être seulement 4 ou 5% des gens qui se retrouvent avec quelque chose de grave, et c'est ceux-là qui vont attirer l'attention. Hein. Donc les premiers malades. Et puis le virus a peut-être un petit peu évolué aussi en arrivant dans la population française, hein, c'est possible. À ce propos, sur l'origine du virus, est-ce que nos chauves-souris en France sont porteuses de ces coronavirus et y a-t-il des dangers lorsqu'on vit à proximité? Alors ce qu'on sait, c'est que les chauves-souris sont porteuses de très nombreux virus. Je suis pas au courant d'études qui ont été faites en France concernant les virus qu'elles portent, mais ce qu'on sait, c'est qu'elles portent toute une série de virus qui sont potentiellement dangereux pour l'homme et pour les autres mammifères, et apparemment, elles se portent très bien avec ces virus-là. Donc de toute façon, un conseil de base qu'on doit donner, si vous vivez à proximité, non, c'est pas ça qui est dangereux, c'est le contact direct. Donc il y a deux choses où il faut faire attention, c'est éventuellement des chauves-souris il s'agit pas de les chasser, hein, les pauvres bêtes, elles sont déjà en voie de disparition dans nos pays, donc non. Mais quand même, attention, si pour ceux qui feraient de la spéléologie, qui arriveraient dans des endroits où il y a massivement des chauves-souris, on sait que dans l'air humide de la grotte, il peut y avoir des virus qui survivent un peu. Et puis aussi attention aux enfants qui sont souvent très contents de trouver des animaux sauvages. Je rappelle que les animaux sauvages,
sont les vecteurs de maladies humaines qui vont franchir les barrières d'espèces. Et là, on a le cas très précis. Donc, ne laissez pas vos enfants jouer avec des animaux sauvages, même des hérissons, etc. Voilà, c'est bien gentil, mais laissez les petites bêtes tranquilles, d'une part, et d'autre part, effectivement, ces animaux peuvent porter des maladies. Et la chauve-souris étant un cas à part, peut-être parce que la chauve-souris vit en colonie parfois de dizaines de milliers d'individus, hein, ça ces chauves-souris chinoises, c'est le cas. Et donc en fait, forcément, elles ont dû développer un système immunitaire extrêmement puissant, puisque dès qu'il y en a une qui tombe malade, elle contaminerait tous les autres, quoi. Donc voilà. Donc effectivement, je ne sais pas si en France elles portent des coronavirus. Je sais que de façon très générale, les chauves-souris portent des virus et qu'il faut donc faire attention, les laisser tranquilles, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Très bien. On va continuer sur les éclairages pendant encore une dizaine de minutes avant de conclure d'arrêter ce webinaire. Alors une question sur est-ce que les épisodes qui ont quand même fait l'actu ces 10 dernières ou 15 dernières années sur le SARS et le MERS sont encore circulants? Non, le SARS ne circule plus. Il y a eu une petite réapparition très brève à Hong Kong. Je crois que c'est vers 2008-2009. Mais voilà, donc le SARS ne circule plus. Et le MERS, lui, est encore circulant, mais heureusement, il circule à très bas bruit. Mais par contre, c'est une maladie très grave quand on en est atteint, puisqu'on pense que, les chiffres à l'heure actuelle, encore une fois, est-ce qu'on détecte tous les cas? C'est pas clair, mais les 2000 cas qu'on a détectés, il y a eu quand même quasiment un tiers de décès, quoi. Alors, j'ai vu plusieurs questions sur la sensibilité pour les personnes à risque, notamment pour les asthmatiques, pour les enfants asthmatiques, est-ce qu'ils sont considérés à risque pour le Covid-19? Alors, sur ce que j'ai lu, parce que là, je suis pas médecin, mais sur ce que j'ai lu, c'est que les enfants avec de l'asthme, les jeunes adultes, jusqu'aux jeunes adultes avec de l'asthme, il n'y a pas de problème particulier. Attention avec ce qui avait été dit sur les anti-inflammatoires au départ, surtout si vos enfants prennent des anti-inflammatoires, souvent des corticoïdes pour lutter contre l'asthme, qu'ils continuent à les prendre, éventuellement. Si vous avez des doutes, vous consultez votre médecin traitant, mais non, les enfants avec des asthmes légers, même des asthmes un peu plus développés, ne sont pas considérés comme personnes à risque tant qu'elles sont jeunes, hein. Le problème se pose pour les gens qui ont de l'asthme et qui ont passé la quarantaine, on va dire. Là, Plusieurs questions et peut-être inquiétudes sur une possible deuxième vague. J'ai publié une question, mais je vous laisse la reformuler peut-être. Une deuxième vague, ce serait quel R0? C'est pas forcément lié que à ce paramètre. Alors, de toute façon, pour qu'il y ait une deuxième vague, il faudra que le R0 dépasse 1. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'avec nos gestes barrières, les masques, un comportement citoyen important, et aussi le fait que si les gens se sentent un peu malades, ils vont pas travailler s'ils ont un petit peu de fièvre. Il faudra être très sensible à nos divers symptômes quand même pendant la période là, parce que on a vu que cette maladie pouvait donner des formes très faiblement symptomatiques. Donc il faudra être vigilant. Si on se sent pas bien, si on a été si on a en particulier, si on a été en contact avec des gens qui ont été malades, il faudra observer une quarantaine et au moins respecter des gestes barrières très stricts. Alors le R0, s'il y a une deuxième vague, ça veut dire que le R0 est repassé au-dessus de 1. Et la vague sera d'autant plus importante que le R0 sera franchement au-dessus de 1. Si on limite un R0 qui en permanence évolue, je sais pas, je dis n'importe quoi, entre 0,8 et 1,2 par exemple, voilà, si on a une bonne surveillance épidémiologique et qu'on arrive à le maintenir dans ces eaux-là, on ne sera pas débordé. Hein, encore une fois, l'importance des précautions à prendre, c'est de ne pas se retrouver avec un système sanitaire débordé. Voilà. Et donc, le R0, évidemment, si on ne prend aucune précaution, on peut retrouver un R0 de 2,5 ou 3, et là, c'est la catastrophe. Mais ce qu'on veut absolument, c'est maintenir le R0 le plus faible possible. S'il y a une deuxième vague, c'est qu'il a dépassé 1 durablement. Pour les personnes qui ont été hospitalisées, qui sont retournées dans leur famille, y a-t-il encore un risque de contamination? Existe-t-il un suivi pour ces personnes? Alors, la réponse, elle va être prudente. Oui, il semble que les personnes qui ont été hospitalisées, au moment où elles retournent dans leur famille, peuvent porter encore un peu le virus. Voilà. Ça, c'est un point. Voilà. Donc,
Ça veut dire que pendant un certain temps, il faut respecter les gestes barrières. Alors, le risque de contamination, bon, il est toujours le même, hein, c'est-à-dire si la personne tousse en particulier encore un peu, il faut faire attention. Donc là, profitez encore une fois du beau temps. S'il y a enfin pour ceux qui peuvent évidemment, hein, s'il y a aérer vos pièces, en particulier si effectivement vous avez eu un malade. Évidemment, peut-être que la personne qui a été malade vaut mieux qu'elle dorme seule dans une pièce qui potentiellement sera facile à aérer par la suite. Je sais que c'est pas toujours facile dans les appartements. Existe-t-il un suivi pour ces personnes? Oui, enfin au moins pour. Je sais qu'il y a, je crois que c'est Covidom, hein, Covid à domicile, et puis il y en a peut-être d'autres qui seront d'ailleurs, qui sont, enfin pour ce que j'en sais, qui sont donnés comme recommandation aux personnes qui quittent l'hôpital. On leur donne une adresse, je crois, et un numéro de téléphone ou un lien internet où elles peuvent faire une consultation quotidienne. Évidemment, si ça se réaggrave, elles peuvent retourner à l'hôpital, mais généralement, dans la plupart des cas, quand elles quittent l'hôpital, leur état s'améliore. Attention quand même, il y a quand même une fatigue sévère, et pour celles qui sont allées en réanimation, le retour à la maison, de toute façon, n'est pas immédiat, parce qu'après une réanimation, vous devez passer par de la rééducation. Quelques questions liées aux prédispositions génétiques pour la mortalité ou la sensibilité au virus. Il y avait une question aussi sur le groupe sanguin. Alors, oui, il y a eu quelque chose sur les groupes sanguins. J'ai pas plus lu que ça, mais effectivement, les groupes sanguins sont liés à des différences génétiques et en particulier sont liés aux différences de sucre à la surface des glycoprotéines, etc. Donc, en fait, oui, on sait qu'apparemment les groupes sanguins, de façon générale, peuvent avoir un petit effet sur les maladies virales. Alors, est-ce qu'il y a une suspicion de terrain génétique? La réponse est oui. Oui, elle n'est pas identifiée, mais elle peut être de deux ordres, soit sur ce que le récepteur du virus, ACE2, on sait qu'il y a une diversité génétique au niveau de ce récepteur. Certaines formes pourraient, mais c'est pas encore caractérisé, mais certaines formes pourraient augmenter la sensibilité à la maladie, d'une part. Et puis aussi la régulation de ce récepteur. Au départ, on pensait que les gens qui avaient beaucoup de récepteurs à la surface de la cellule seraient plus sensibles à la maladie et auraient peut-être plus de cas graves. On a l'impression que c'est un peu le contraire. En fait, ceux qui ont un grand nombre de récepteurs seraient moins sensibles. Évidemment, cette régulation de la quantité de récepteurs à la surface des cellules, c'est aussi une régulation de type génétique. Hein, voilà. Ça, c'est donc au niveau de l'entrée du virus. Et puis après, il y a un deuxième facteur qui est tout ce qu'on appelle, je vous parlais de l'immunité innée. Hein, vous savez, cette capacité qu'ont nos cellules de reconnaître les infections. Et ben, on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des variants dans l'immunité innée. Hein, il y a des variants et il y a des gens qui vont produire plus ou moins d'interférons. Ils vont avoir plus ou moins de récepteurs à l'interféron. Ils vont avoir des systèmes de détection de l'infection plus ou moins efficaces. Et on pense que ça peut jouer en particulier là aussi, dans les cas graves, dans une difficulté à détecter l'infection au départ, qui dégénère en tempête de cytokines à la fin. Mais il y a des facteurs à trouver, et il y a beaucoup de recherches là-dessus. Mais il est probable qu'il n'y ait pas un seul gène, que ce soit multigénique, et quand c'est multigénique, c'est généralement compliqué à identifier. Merci Yves. Alors, on va devoir arrêter. Alors, nous sommes désolés, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, même si nous avons essayé de balayer et de couvrir tous les thèmes qui ont suscité interrogation. Je conclus par une dernière question qui permet peut-être de revenir aux fondamentaux de la virologie. Est-ce que tous les virus sont mauvais ou est-ce qu'il y a des virus qui sont sans effet, peut-être symbiotiques, comme dit Bénédicte? Okay. Alors, non, tous les virus ne sont pas mauvais. Oui, très probablement, il existe des virus symbiotiques. Alors, les virus n'ont pas tous le même effet. Hein. Vous voyez, on parlait de l'herpès, par exemple, le petit bouton de fièvre. Voilà. Vous l'avez une fois, vous l'avez toute votre vie. Alors, il est un peu mauvais, mais en fait, c'est quasiment une symbiose. Vous vivez très bien avec. Dans quelques cas, il y a des gens qui vont mourir d'herpès parce qu'ils ont un défaut justement de leur système immunitaire. Ce qu'on pense aussi, c'est que certains virus peuvent être bénéfiques à l'homme. Par exemple, vous voyez, le fameux cytomégalovirus, qui est aussi un virus de la famille des herpès, on pense que quand on l'attrape petit, ça stimule un peu en permanence notre système immunitaire et ça nous protégerait, par exemple, d'autres infections.
Alors, en particulier, ça nous permet, par exemple, de manger. En particulier, il y a très longtemps, ça nous protégeait d'infections d'infections de certaines bactéries, comme par exemple l'Listeria monocytogenes. Vous avez entendu parler de la listériose. Et ben, en fait, quand on avait le cytomégalovirus, on était moins sensible à l'agent de cette maladie, de la listériose. Et donc, en fait, ça donnait un avantage, c'est qu'on pouvait manger finalement de la nourriture qui était moins fraîche, ce qui était évidemment très important avant l'invention du réfrigérateur. À l'époque, on vivait que 40 ans. Donc, le fait qu'on stimule en permanence notre système immunitaire, c'était pas un vrai problème. Mais maintenant qu'on vit 80 ans, certains virus qui étaient favorables quand on vivait 40, 50 ans et qui nous protégeaient pendant 40, 50 ans deviennent un peu délétères quand on vit plus vieux. Et on pense que certaines maladies auto-immunes, bah, ça pourrait être lié à l'évolution de notre mode de vie. Le fait que, par exemple, bah, on vit plus vieux et donc une protection de 40, 50 ans, bah, on la paye les 30 dernières années de notre vie avec des maladies de type inflammatoire, par exemple. Et oui, on découvre aussi qu'il y a des virus qui sont symbiotiques. Quand on regarde tous les virus qui sont associés à l'espèce humaine, eh ben on découvre des virus dont on n'a vraiment aucune raison de soupçonner qu'il y a une pathologie associée. Mais comme on les retrouve de façon systématique, on pense que, en gros, notre organisme aurait quasiment pu les apprivoiser pour bénéficier de certaines de leurs propriétés. En particulier, dans certains cas, on pense à des événements de cicatrisation, de choses comme ça. La présence de certains virus dans certaines cellules pourrait favoriser la multiplication, par exemple, des cellules lors de la cicatrisation. Donc, il faut une régulation. Mais voilà, donc certains virus, effectivement, sont vraiment en symbiose avec nous. Ils vivent très bien en notre compagnie, quoi. Très bien, merci beaucoup Yves. Donc nous allons terminer donc ce webinaire. Donc j'affiche quelques messages très encourageants qui montrent quand même que que ça a été très apprécié. Une question sur les enregistrements du webinaire. Oui, il y aura un enregistrement qui a été fait et qui vous sera envoyé par lien. Peut-être que je laisse Yves conclure en quelques secondes sur cette présentation et un petit peu sur le message porté par le chercheur. Et quant à nous, si vous souhaitez partager ou réinviter vos amis ou vos collègues à venir assister à ce webinaire, une nouvelle séance est prévue jeudi 7 mai, ce jeudi à 11 heures. Merci Yves. Oui, non, non, deux points. Je pense que, bon, moi, je suis chercheur fondamental, donc évidemment, là, on rentre dans des aspects parfois très appliqués, mais très importants pour la population. Il faut vraiment que les gens comprennent toutes ces choses-là. Ce qu'il faut constater, c'est que la recherche fondamentale, malheureusement, bah, on n'est pas très utile en période de crise. Donc, l'importance de la recherche fondamentale, c'est dans la continuité, hein, et donc, en période de crise, on pourra pas. Je rappellerai que si une femme fait un enfant en 9 mois, 9 femmes ne feront pas un enfant en un mois, et donc c'est pareil avec la recherche fondamentale, on est obligé, on travaille sur la durée, et évidemment nos découvertes sont utiles dans les périodes de crise. Mais là, la recherche de crise, c'est quasiment de la technologie, on est assez loin de la recherche fondamentale. Et le dernier point, c'est qu'on est quand même sur une maladie, j'espère que ça va bien évoluer, j'espère qu'on n'aura pas de deuxième vague, on peut rêver qu'elle disparaisse, mais pour ma part j'y crois assez peu, mais en tout cas ce qui sera très important, c'est les gestes citoyens. Plus on sera citoyen dans la période qui suivra la crise, moins elle durera. Mieux on la gérera et moins on aura de décès. Voilà.